Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs issus du milieu de la construction qui nous parlent de leur parcours et de leur histoire. Cette semaine, le podcast est une présentation de l'équipe de Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie pour le résidentiel et le commercial. Donc, si jamais vous avez besoin de spécifications pour vos projets, les builders, vous donnez un petit coup de fil à Lajoie qui vont vous aider avec vos spécifications. J'aimerais aussi remercier le manufacturier Frankie, qui est un manufacturier en équipement pour la cuisine, donc des éviers en stainless, en granit, ainsi que des éviers pour l'industriel et le commercial. Donc, eux, ils peuvent vous donner un petit coup de main là-dedans. Et ainsi que Bugatti, qui nous a permis d'offrir un petit cadeau à nos invités, un super beau sac. Et j'aimerais aussi remercier le Studio SF qui nous héberge toutes les semaines pour les podcasts. Cette semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un personnage coloré issu du milieu de l'ingénierie, Jean Desjardins, qui vient nous parler de son parcours qui est très, très, très atypique. Fait que sur ce, je vous souhaite un bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Salut Jean, merci beaucoup d'être là au podcast Au-delà des plans. Jean Desjardins de Desjardins Expert Conseil. Comment ça va? Ben, ça va bien, merci beaucoup. Ouais. Merci pour l'invitation. Hein. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et puis, écoute, c'est la première fois que je fais une émission comme ça, là, de podcast. Alors, ouais. Tu sais, bon, ça va être beaucoup d'improvisation. Alors, on va voir comment ça va se dérouler. Hein? Je sais pas pourquoi. Quand je t'ai invité, je suis comme zéro inquiet. T'sais, au début, on se parlait, on va parler de quoi dans ça? Je dis, on va parler de ton histoire. Puis, comme je te disais un peu avant le podcast, je vais te poser 3 questions, tu vas partir. Tu as tellement une histoire extraordinaire. Cette histoire-là commence en quelle année? En 1959, quand je suis né. OK. Première chose que je sais, je reçois une claque ça Ça part mal, hein? Ça part mal. Tu viens de quel coin? Je viens de Pointe-Calumet. Je suis natif de Pointe-Calumet. Je suis né à Montréal, mais on m'a ramené à Pointe-Calumet. Assez rapide. Que c'est là que j'étais pour faire ma vie. Puis j'y suis toujours, d'ailleurs, après 61 ans et 62 ans dans 2 semaines. Oh! Bonne fête d'avance. Bonne fête d'avance. En fait, quand le podcast va être passé, tu vas avoir déjà eu ton anniversaire. Fait que t'es né Montréal, Pointe-Calumet. Tes parents faisaient quoi dans la vie? Mon père est ingénieur. OK. Donc, ingénieur civil, gradué de McGill en 1960. Et puis, il lui arrivait du nord de l'Ontario. Donc, c'est un Desjardins, mais un anglophone. OK. Et puis, fait qu'il est arrivé à Montréal à 21 ans. Il est arrivé à McGill, puis il a fait son bac à McGill en génie civil. Puis à l'époque, le génie civil, c'était du génie du bâtiment. Donc, c'était vraiment... il apprenait tout ce qui avait rapport avec le bâtiment, que ce soit autant au niveau de l'électricité que de la mécanique, ou du génie civil, la structure, l'hydrologie, etc. OK, fait que c'était comme multidisciplinaire. C'était très multidisciplinaire. Les ingénieurs civils, c'était des ingénieurs de bâtiment. OK. Et puis, mon père a fini ses études, il a rencontré ma mère vers la fin de ses études. Ma mère, c'est une francophone, c'est une La Chapelle. Oh! Et puis, ils se sont mariés, puis ils ont eu 5 enfants. Puis, moi, je suis le premier. T'es le premier? Oui, après ça, il y a eu 4 filles. Oh! Ouais. Et puis, donc, mon père a commencé sa carrière chez Shell Canada, dans le pétro. Et puis, genre, 3-4 ans plus tard, il s'est ramassé dans une firme de génie conseil, puis il est devenu partenaire dans cette firme-là. C'était quelle firme, Jean? Blauer Horvat. C'est drôle que je me rappelle de ça, hein, quand même, là, parce que j'avais quand même 5-6 ans, là, fait que mais ouais, Blauer Horvat Desjardins. Puis il avait travaillé sur le projet de l'Expo 67, entre autres. Ouais. Fait qu'il avait contribué en structure. Lui, sa spécialité, c'était la structure, mais il faisait aussi la mécanique puis de l'électricité. Oui, le fait qu'il soit multidisciplinaire. Et puis, en 70, il a décidé de partir sa propre firme.
Et puis, il a ouvert un bureau dans le sous-sol à la maison, à Pointe-Calumet. Puis ma mère était sa secrétaire. Puis à l'époque, évidemment, un ingénieur, ça dessinait, ça faisait pas mal tout. Mon père était dessinateur, il était technicien, il était ingénieur, puis c'était all-in. Il faisait tout lui-même. Toi, t'avais quel âge à ce moment-là? 10 ans, 11 ans. OK. Fait que ton lit a servi quasiment de table à plan. Quasiment, là, tu sais. Quasiment. Fait que c'était mon exposition. Et puis, après ça, il a parti son bureau a continué jusqu'en 2000. Puis en 2000, j'ai pris la relève. Puis j'ai reparti, en fait, contre le bureau Mais attends un peu. À 9. Il a continué toujours dans la résidence familiale? Oui, toujours dans la résidence familiale jusqu'en 2000. Puis il a toujours été seul. OK, c'était un freelance. Il n'a jamais engagé personne. Il n'a jamais engagé de technicien ou de dessinateur. Il a toujours tout fait lui-même. Il était très, très travaillant. Très travaillant parce que aujourd'hui, faire un projet d'envergure, ça prend une équipe. Oui. Ça prend une méga équipe. Là, on va en revenir tantôt là, de l'équipe qui t'entoure. C'est assez incroyable. Fait que là, toi, tu as 10 ans. À quel moment t'as enclenché là-dedans? Là, t'sais? Je vais dire que c'était pas dans mes plans de devenir ingénieur. OK. Explique-moi ça. Pas du tout. Ben, mon père travaillait dans son bureau. Je le voyais travailler à des heures interminables. Écoute, 3 heures du matin, je me levais pour faire pipi. T'es encore en train là? de travailler. Fait que c'était vraiment pas ça que j'avais le goût de faire. J'étais pas si dédié que ça à ma cause à cette époque-là. J'étais jeune, j'étais adolescent. Ouais, c'est ça. Fait que non, ça m'intéressait vraiment pas le génie, ça m'intéressait vraiment pas le travail qu'il faisait. J'étais pas interpellé par ça. Et puis moi, j'avais plutôt le goût de devenir un pilote. C'était un peu ça mon rêve, okay. C'était de devenir pilote. Okay. C'était glamour, hein? Oui, ben c'est... Pan-American, Robert Charlebois qui chantait sa tune, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que là, toi, tu voulais aller là, mais je sais que, on s'en est parlé un petit peu avant le podcast. L'école, tout ça, faisait pas partie de tes priorités. Ben écoute, à l'époque, nos parents n'étaient pas outillés comme aujourd'hui. Donc, l'encadrement n'était pas le même. Et donc, surtout si tu avais plusieurs enfants, ben, c'était un peu plus difficile à gérer. Puis mon père était préoccupé par sa carrière, son travail. Ma mère était préoccupée par ça aussi parce qu'elle l'aidait. Puis, tu sais, faire un devis, là, c'était quelque chose, là. Fait qu'il fallait tout le taper, puis ça, c'était sur la dactylo, puis il fallait les imprimer. Puis, donc, on n'avait pas beaucoup de temps pour nous autres. Puis, il était impliqué aussi au niveau social, là, dans la municipalité. Fait, donc, on était laissés pas mal à nous-mêmes, sans que je sois fâché contre eux autres là, pour ça, mais c'était ce que c'était. C'était la méthode de parentalité dans le temps. Ouais. Puis avec 5 enfants aussi... Ben, ça rendait la tâche plus difficile à gérer, là, tu sais. Fait que le primaire, ça a bien été jusqu'en 6e année, puis en 6e année, c'était un échec. Oh! Ouais. Fait que j'ai coulé ma 6e année, puis là, ben, j'avais le choix de continuer en 6e récupération au primaire en français ou d'aller en 7e année en anglais. Parce que moi, j'avais le choix de pouvoir aller faire mes études en anglais ou en français à cause que mon père était anglophone et donc il y avait cette permission-là. OK. Donc, au lieu de recommencer une année, mes parents ont décidé qu'on va l'envoyer en anglais, puis il ne perdra pas une année. Donc, tu allais faire ton... Je suis allé faire ma 7e année. Je suis allé en 7e année à l'école secondaire à Saint-Just de Deux-Montagnes. Puis j'ai fait mon secondaire au complet en anglais à Deux-Montagnes. Mais attends un petit peu, là. Jean, Pointe-Calumet, là. Ouais. J'habite pas trop loin. Là. On habite quand même à distance de marche. Aux dernières nouvelles, pas mal francophone. Fait que là, toi, tu pars... de 100% tes amis, c'est tous des francophones, tout ça, tu t'en vas à Saint-Jude 100% en anglais, là? Ben, en fait, j'avais des amis anglophones parce que Deux-Montagnes est quand même pas loin de Pointe-Calumet. Puis il y avait aussi Oka, qui est pas loin de Pointe-Calumet. À Oka, les Indiens, les gens d'Oka étaient majoritairement anglophones. OK. Donc, ils allaient tous à Deux-Montagnes, à LTM. Et puis, les gens de Deux-Montagnes étaient tous des anglophones aussi. Puis, à Pointe-Calumet, il y en avait quelques-uns. Mais moi, j'ai fait ma maternelle en anglais.
Mon père est anglophone. Fait que mon père, il m'a envoyé à maternelle en anglais. Après ça, il m'a envoyé au primaire en français. Puis après ça, à la fin de mon primaire, on s'est rendu compte que le français, c'était peut-être pas pour moi. On m'a envoyé en anglais. Donc, j'avais déjà une base anglophone. Fait que je me débrouillais quand même assez bien en anglais. Puis on parlait en anglais à la maison. Puis on écoutait la télévision en anglais à la maison. OK. Donc, j'avais une bonne base en anglais. Et puis... donc, j'avais des amis anglophones à Pointe-Calumet, puis donc ça a quand même bien été. J'ai réussi ma 7e année en anglais, ça a bien été. Et puis, donc, l'adolescence, ça a été un peu turbulent, tu sais, laisse à moi-même, je choisis pas les bons amis, on est dans les années 71, 72, 73, 74, c'était des années assez turbulentes pour la société, hein. Il y avait une révolution qui se préparait. Tu sais, on parlait de rock and roll, puis on parlait de disco, puis c'était le clash des deux sociétés, si tu veux. Et puis, donc, je me suis ramassé en secondaire 4, hein, puis j'ai coulé mon secondaire 4. OK. Ça, c'était un peu un choc pour moi, là, mais c'est arrivé. Et puis, cet été-là, j'ai eu un accident. Et puis, l'année suivante, j'ai eu un accident. Et puis, je me suis cassé le cou. J'ai plongé dans un pied d'eau. Tu t'es cassé le cou? Oui, j'ai plongé dans un pied d'eau. Je me suis cassé le cou. Et puis, donc, j'ai perdu 1 an de ma vie. À 16 ans. Tu as été 1 an hospitalisé? C'est arrivé à 16 ans. Donc, ça faisait 1 mois que je venais d'avoir 16 ans. Et donc, j'ai plongé dans un pied d'eau dans le pit de sable à Pointe-Calumet. Une erreur de calcul de distance sur mon plongeon, mon fameux plongeon. Et puis, donc, je me suis ramassé à Sacré-Cœur, et puis j'ai passé 6 mois à l'hôpital. Je me suis fait greffer des os d'animaux dans le cou, puis ça marchait pas. Puis là, finalement, dernière opération, ils ont finalement décidé de me greffer un os de mon cou par-dessus mes 4 vertèbres dans le cou. Et puis, finalement, ça a pris. Et puis, ils m'ont retourné à la maison avec un plâtre du cou jusqu'au bassin, puis avec un rack par-dessus la tête, puis des vis dans le crâne. Puis c'était tout un arrangement, là. Et puis... My God, mais donc, attends, Jean, là, méga épreuve pour un... Excuse-moi du terme, mais pour un petit cul de 16 ans. Il n'y a pas eu de Sweet 16 pour moi. Non, c'est ça. Non, c'était Horrible 16. Puis tes parents, comment ils dealaient avec ça? Ton père puis ta mère impliqués dans le business? Ils faisaient ce qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient puis le temps qu'ils avaient disponible. Là, fait que c'était ce que c'était. Alors... Quand je suis sorti de l'hôpital, le temps de récupérer, parce qu'avec le plâtre, tu ne pouvais pas aller à l'école. Donc, j'étais encore à la maison pendant 6 mois de temps avec le plâtre. Et puis, donc, j'ai perdu 1 an. Donc, j'ai coulé mon secondaire 4. J'ai perdu 1 an à cause de cet accident-là. Puis, la 3e année, j'ai fait mon secondaire 4. Puis, finalement, je l'ai passé. Okay. Donc, ça a pris 3 ans à faire mon secondaire 4. En tout et tout, à cause de ces événements-là. Et puis... je suis rendu au secondaire 5, là quand j'ai repris un peu de confiance, j'ai repris un peu aussi de témérité. OK. Et puis, donc, j'ai échoué mon cours de mathématiques, mon cours d'anglais au secondaire 5. Alors, j'ai été obligé de reprendre des cours du soir l'année suivante à Chambly High School. Et puis, j'ai passé mes 2 cours. Puis après ça, écoute, ça a été une période un peu dark dans ma vie, entre 18 ans et 21 ans. À 21 ans, je me suis eu un réveil. Mais attends, là, fait que là, t'as été découvrir un peu toutes les trips qu'on fait en 16 ans. C'est ça. J'ai passé à travers pas mal toutes les trips que tu peux imaginer entre 18 ans puis 21 ans. Là, le méchant sorti. Ouais, le méchant sorti. Et puis, 21 ans, là, je travaillais comme machiniste dans une shop, une machine shop. Puis c'était un job que j'avais trouvé comme ça par l'entremise du bureau de chômage. Et puis, c'est une formation pour devenir machiniste, monteur et opérateur de machine-outils. Puis, il y avait genre 1700 heures à faire pour pouvoir obtenir un certificat qui me donnait cette accréditation-là. Fait que je travaillais dans une shop à Ville-Saint-Laurent. Je restais à Ville-Saint-Laurent dans un 1,5 meublé à 18 ans. Puis j'étais coaché par M. Stubb, qui était le président là, de Least Industries, où est-ce que je travaillais. Puis là, j'ai découvert que j'avais des affinités en mécanique. J'ai découvert que j'étais capable de lire des plans.
ça n'avait rien à voir avec mon père, puis le fait qu'il était ingénieur, puis que j'avais cette image-là ou cette exposure-là. Alors, je travaillais comme machiniste, puis j'apprenais à monter des machines, puis à affûter des outils, puis être capable de lire des plans. Puis on faisait des morceaux de moteur d'avion pour Pratt & Whitney, puis Canadair. Donc, c'était du machiniste de précision. Et puis, donc, j'ai découvert que j'aimais ça. J'aimais lire les plans, puis j'aimais monter les machines, puis j'aimais comprendre. Puis j'aimais aussi la partie précision, donc comme d'apprendre à utiliser un vernier, puis un micromètre. Donc, je trouvais ça cool. Puis là, à un moment donné, j'ai 20 ans, puis je suis assis, puis j'ai un monsieur à côté de moi, un collègue de travail, puis il a 42 ans, puis écoute, il reste encore d'un toit et demi à Côte-des-Neiges, puis il n'y a pas de voiture, puis il prend encore l'autobus. Il y a 2 enfants, puis je regardais ça, puis je me disais, my God, is that the rest of my life? Oui, bien, c'est ça. Dans ces années-là, c'était un peu j'aime pas dire la fin de... Des grosses industries américaines qui engageaient... 1978. Oui, c'est ça, qui engageaient le petit peuple québécois pour faire la sale besogne, là, mais on était pas mal dans ces eaux-là. Ben moi, j'avais pas de formation, à part du fait que j'avais genre de certificat comme quoi j'étais machiniste, là, mais quel était l'avenir pour un machiniste? Ben je regardais le monsieur de 40 ans, puis c'était pas ça que je voulais faire. C'était pas Je voulais pas être ça. Là. Je voulais être quelque chose de différent. Puis là, ben, je passais à mon père. Puis là, ben, je voyais comment mon père vivait. Puis il vivait bien. Puis il était pas dans l'huile. Puis il était pas dans... Quand je sortais de la shop, il était pas tout huileux. Puis il fallait pas qu'il prenne une douche. Donc, j'ai par moi-même décidé que je voulais devenir ingénieur. Hey, là, t'as quel âge à ce moment-là? J'ai 20 ans. Mais là, tu viens de finir ton cours de machiniste. Puis là, tu fais... Moi, là, l'ingénierie, ça m'intéresse. Je pense que je pourrais être un bon ingénieur. Puis, écoute, je vais faire application à Concordia. Là, comme étudiant mature. Attends, Jean. Juste un petit recap, là. Tu coules ta 6e année, coules ton secondaire 4, skip une année de secondaire 4, coule une partie du secondaire 5, passe sur le party. Je sais pas si tu le sais, mais aujourd'hui, tu fais ça, tu fais plus partie du système de propice à aller à l'université. Là. Ben, premièrement, tu ne serais pas admis à l'université. Non, c'est ça, non, là. C'est juste en partant. Parce que j'avais vraiment pas le parcours académique qui était requis pour pouvoir continuer à l'université, puis surtout aller en génie. Peut-être en sciences humaines, mais peut-être pas en génie, là, tu sais. OK, puis... Donc, j'ai fait l'application, j'ai envoyé les documents qui étaient requis, puis... je suis une lettre comme quoi que j'étais admis sur la base que j'étais un étudiant mature parce que je restais plus à la maison, ça faisait 2 ans que j'étais autonome, puis que mes notes étaient quand même bonnes en maths puis en anglais quand j'ai pris mes cours du soir à Chomédé High. Et puis, basé sur ça, à ma grande surprise, ils m'ont admis. Quelle université? À Concordia. En 1980. OK. Fait que, ben là, quand je suis arrivé à l'université, j'avais pas fait de cégep. Puis ça faisait quand même 3 ans que je n'étais pas allé à l'école, puis que c'était comme très loin derrière de moi. Puis l'épisode entre 18 et 21 ans, c'était pas un épisode qui était très propice à développer mes matières grises, si tu veux. Ouais, mais plutôt peut-être les détruire plus que d'autres choses. Oui, c'est ça. Tu n'avais pas fait de la grosse lecture technique. Là. Disons que j'amenais pas mes matières grises au gym pour l'entraîner. Fait que la première année, ça a été des cours en pre-engineering, donc des cours en calculus, et des cours en physique, en chimie, des cours de pré-ingénierie. Et puis, ça a été tout un défi pour moi parce que moi, j'avais, honnêtement, là, quand j'ai commencé l'université, mon niveau académique en mathématiques se trouvait autour de peut-être le secondaire 2. Je comprenais un petit peu l'algèbre, mais je me rappelais plus du restant. Là. C'était très loin. Donc, pendant que je faisais mes cours de calculus, il fallait que je réapprenne toute la mathématique du secondaire en même temps
pour être capable d'appliquer ça sur mes calculs, sur les calculus, le calcul différentiel, les intégrales, les dérivatifs. Donc, c'était tout un défi que je m'étais donné, en plus de faire de la physique, puis de la chimie, puis c'était incroyable, là, ce que je m'étais donné comme défi. Ben écoute, j'ai pas dormi pendant 2 sessions. Ouais, c'est ça. J'ai pas dormi. Parce que... Puis j'ai réussi tous mes cours, imagine-toi. Wow! C'est là que j'ai découvert que la force de la volonté, c'est l'élément le plus fort qu'un humain peut avoir. Ça n'a rien à voir avec ton intelligence. Ça n'a rien à voir avec ton quotient intellectuel. Ça a rapport avec la volonté de réussir. Ouais, ben, tout a rapport avec la volonté. Tu sais, avec cette puis le temps que tu es prêt à y consacrer. C'est sûr. Mais avec cette expérience-là, il n'y a plus rien qui pourrait t'arrêter au monde. Là. Ben, c'est un peu ça que je me disais. Je me suis dit, wow! Puis là, en plus, tu avais eu 3 ans d'expérience qu'il ne faut quand même pas négliger. Peut-être que tu étais supporté, mais quand même 3 ans d'expérience à comment je te dirais ça? 3 ans d'expérience dans le milieu de travail, appliquer un peu l'ingénierie. Là. Ouais. Fait que tu comprenais que chaque petite chose pouvait être primordiale à ton apprentissage. Là. En fait, compte, à la fin de la journée, là, c'était les notes qui comptaient. Hein? Ouais. Donc, est-ce que je comprends bien la matière? Puis est-ce que je l'assimile bien? Puis est-ce que je suis capable de l'interpréter? Puis est-ce que je suis capable de la solutionner? Hein? Et puis, écoute, j'ai découvert que j'étais capable de le faire. Donc, première année, j'ai passé tous mes cours, pas avec des A et des B, avec des D et des C, mais j'ai tout passé, puis c'était phénoménal. Là, je veux dire, c'était quasiment surhumain. Mon père le croyait pas. Ouais. Ma mère non plus. Ben, tes parents, parce qu'ils t'ont vu faire le party pendant 3 ans de temps, puis là, ils te retournent à l'université. Ben, j'avais sauté le fait qu'à 18 ans, ils m'ont mis dehors de la maison. Parce qu'ils n'étaient plus capables de m'endurer. Ouais, ben, j'étais très turbulent. Là, tu sais. C'est ça. Alors, à 18 ans, je me suis retrouvé Il y en avait 4 autres. Il y en avait 4 autres en arrière qui demandaient de l'attention aussi. Là. Donc, à 18 ans, je me suis retrouvé tout seul à Ville-Saint-Laurent d'un an et demi à me gérer moi-même, sans coaching, sans coach. T'as tombé en mode survie quasiment. Fait que j'étais laissé à moi-même à prendre mes propres décisions sur mon avenir puis ma destinée. Mais pendant 3 ans, c'était pas les bons choix que je faisais, là. Jusqu'à 20 ans, quand j'ai eu un réveil, quand je me suis ramassé à côté de l'autre gars, puis j'ai regardé qui il était, puis j'ai regardé qui je voulais être. C'est juste là que c'est arrivé, là. Puis, pose-moi la question, qu'est-ce qui a fait ce déclic-là? I don't know. Mais c'est arrivé. C'est ce matin-là, tu sais. Puis là, j'ai décidé de faire une application à Concordia sans parler à personne. C'était moi qui avais décidé de faire ça, là. Puis là, quand je l'ai annoncé à mes parents, comme quoi que j'avais été accepté à Concordia, puis que là, je voulais leur support, parce qu'évidemment, j'avais fait l'application pour avoir un prêt et bourse, puis j'avais réussi à obtenir ça aussi. Et puis, mais c'était pas assez pour survivre pour l'année, fait que j'ai demandé à mon père s'il voulait m'aider pour passer à travers les finances. Fait que je restais dans le centre-ville de Montréal, au coin de Stanley puis de Maisonneuve, dans le YMCA. Et puis, écoute, Stanley, dans les années 80, en 1980, il y avait le Limelight au bout de la rue, il y avait le métal, il y avait tous les clubs que j'aimais. Ben oui, puis que j'aimais convoiter puis jamais sortir là. C'est ça. Puis là, t'avais débarqué un peu de ça. Puis là, tu retournais un peu tâter le diable? Là? Ben, j'étais vraiment à côté du diable. Puis j'étais influençable. Je l'étais encore. La page était tournée, mais elle bougeait encore un peu, tu sais. Fait que ça a été une très bonne année, première année au niveau des études. Je me suis consacré à mon art, puis je me suis vraiment mis à l'écart de qu'est-ce qui pouvait être des mauvaises influences pour moi, incluant mes amis. Il fallait que je change mes amis aussi, là. Et puis, l'année suivante, j'ai commencé à être un peu plus cocky, puis un peu plus confiant. Puis là, ben j'étais rendu garde de sécurité au Reggie's, au 7e étage à Concordia. Puis j'étais un peu dans le mainstream, tu sais. Puis je commençais à retrouver mon beat, là, tu sais. Ton mauvais beat. Mon mauvais beat de nightlife, là, tu sais. Et puis, j'ai négligé mes études. Puis à la fin de cette année-là, j'ai coulé. OK. J'ai coulé cette année-là à Concordia, ma 2e année.
qui était la première année en génie, avec des cours de thermodynamique, des cours de statique, des cours de dynamique. Des cours de base qu'on peut appeler hyper. C'est la base de l'ingénierie. Ouais. Puis ces cours-là, te cassent ou te passent. C'est là que tu sépares les hommes des enfants. Puis c'est ça que nos profs nous disent. Quand tu rentres dans le cours de statique, là, tu te dis, regarde ton voisin à côté, là, puis ton voisin à droite puis à gauche, là, puis dis-toi que dans 4 ans, là, il y en a un des deux qui sera plus là. C'est là qu'ils te le disent. Donc, tu prends ça en rien, hein? On est, comme on dit, je me souviens exactement, tu me parles de ça, je me souviens exactement mon premier cours de maths. Moi, j'ai fait Polytechnique, puis je me souviens de ça, puis à la fin, complètement, quand on a fini ma dernière année, je reparlais à ce prof-là, puis je dis, tu sais, aujourd'hui, on est parti, on était 300. On reste 20 dans 6 disciplines. C'est fou pareil. Non, c'est ça. Tu sais, il reste tu crois pas, mais c'est la réalité pareille, là. C'est la réalité. Ouais. Fait que là, connaissant les universités, je sais pas comment que c'était dans le temps. Là. Aujourd'hui, la patience n'est pas trop là pour quelqu'un. Fait qu'il est arrivé quoi avec tes échecs? Tu sais, en plus, puis j'ai oublié d'ajouter à ça, c'est que je suis aussi dyslexique. Je fais de la dyslexie. Donc ça l'aide pas. Hein? Ouais, c'est moins facile, mettons. ça complique un peu les choses. Quand c'est pas un bonus, là. Non, c'est ça. Fait que ça ajoute un petit degré de difficulté dans la formule. Donc, j'avais ça aussi à dealer avec. Puis que je gardais pour moi. Personne ne le savait. Je ne l'ai jamais dit, honnêtement, franchement. Je me surprends de l'annoncer ici, là, live, en podcast. Fait que là... donc, j'ai coulé ma deuxième année à Concordia. Puis là, bien évidemment, durant cet été-là, j'ai trouvé un job chez Pratt & Whitney. Je travaillais comme stagiaire chez Pratt & Whitney. Je faisais des moteurs d'avion. Stagiaire en ingénierie? Ouais. Puis là, ben, je reçois une lettre de Concordia me disant que je suis un étudiant échu et ne peut pas être réadmis. Failed student may not be readmitted. Fait que l'aventure était... Fait que là, c'est comme... Oublie ça, le Concordia me reprend plus. Mais là, je rappelle la Concordia, j'appelle le recteur, puis je demande d'avoir une entrevue, puis non, il ne voulait même pas me rencontrer. Puis donc là, j'étais un peu comme découragé, un peu déçu de moi-même. Mes parents étaient hyper déçus de moi d'avoir cru un peu en toi. En moi, puis investi en moi, puis de les avoir encore désappointés, parce que c'était un peu un concours de désappointement à partir de la 6e année jusqu'à cette dernière année-là, là, tu sais, où j'avais monté leur espoir et leur croyance en moi, et leur fierté en moi, et puis là, je venais tout de détruire ce que j'avais réussi à bâtir. Donc, j'étais extrêmement déçu de moi-même aussi, évidemment. Donc, j'ai fait application à toutes les universités que je pouvais imaginer pour être réadmis en génie. L'Université de Laval, McGill, Poly, Ottawa University, Carleton. OK. Je les ai toutes faites, là. Ça t'a coûté 40$ de timbre. Au Canada. Au Canada? OK. Puis, je n'ai aussi Sherbrooke. Et puis, donc, mon stage a terminé septembre, puis là, ben, il n'y avait plus d'ouvrage pour moi. Fait que là, moi, je me retrouvais sans job, sans école, sans support familial, parce que là, il me reniait une deuxième fois, que j'étais laissé à moi-même. Je restais sur Darlington, dans la Côte-des-Neiges, dans un 1,5, pas de meubles, un matelas sur le plancher avec un crate à lait avec ma TV 13 pouces là-dessus, avec une antenne avec de l'aluminium au bout là, pour m'assurer de pogner 3 postes. That was my life. Puis ça, t'as quel âge? 23 là, j'ai ans? 22, 23 ans? Ouais, j'ai 23 ans. Puis là, les applications... Là, je me cherche un job, mais en 82, 83, c'est la récession. Ouais, c'est pas les meilleures années. C'est la récession, c'est vraiment pas le Klondike. Il n'y a pas d'ouvrage. Il n'y a pas d'ouvrage. Puis, donc, je fais le Journal de Montréal. Finalement, je trouvais l'annonce, Nadine Média. Et puis, ils recrutent pour vendre des revues porte-à-porte. Fait que je fais application parce que c'était à peu près la seule chose que je pouvais trouver. Puis,
Donc, j'ai passé l'entrevue, puis ils m'ont donné un trial, un essai. Fait que je suis allé sur la route avec le gars qui renaît, si tu veux. Et puis, je me suis ramassé dans un bloc, puis avec un pad, puis on vendait 5 revues pour 1,5$ par semaine. Puis c'était un contrat de 5 ans. Puis là, ben, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on allait à la porte, puis bonjour, on vend des revues, Shotland McLean's, et puis avec 3 autres choix, Golf Digest, Baseball Digest, là, tous des centres de revues, là. Puis là, bon, si la personne était intéressée à ce deal-là, elle cochait les revues qu'elle voulait. Je partais avec ce papier-là, je l'amenais à mon patron en bas dans le char qui attendait, puis le moteur roule. Puis là, il partait avec ça, puis lui, il allait closer. OK. Fait que ça, j'ai fait ça pendant à peu près 2 mois. J'étais quand même pas pire. Ben, puis c'était l'instinct de survie, j'avais rien d'autre en avant de moi. Il fallait que je me paye mon petit loyer de mon 1,5 pas meublé, là, tu sais. Alors, c'était l'instinct de survie. Fait que j'ai fait ça. Puis, après 2 mois, le patron de Nadine Media dit « Hey, t'es bon, toi. Tu devrais partir ton crew à toi. » Ton équipe. Mon équipe. Fait que je me suis ouvert un petit bureau sur Berkeley, au coin de Côte-des-Neiges. Puis, j'ai mis une annonce dans le journal. Puis je recrutais du monde, puis je les amenais sur le terrain. J'en pognais 12 le matin, je les entreviewais. Il y en avait peut-être 5-6 qui décidaient de rester après l'entrevue. Puis je les amenais sur le terrain, puis je leur montrais comment cogner aux portes, puis comment faire le premier lead. Puis après ça, moi, je partais avec ces leads-là, puis j'allais les closer. Okay. Puis là, même si tu les closais, c'était pas mission accomplie parce que la loi de la protection du consommateur te donne 10 jours pour pouvoir canceller un contrat que tu signes. Fait qu'avant que je sois payé pour le lead que je closais, il fallait que j'attende 10 jours. Mais là-dedans, il y en avait 50% qui cancellaient parce que là, ils réalisaient qu'ils avaient acheté un contrat de 325$ pour 5 ans pour des revues qu'ils liraient peut-être jamais, là, tu sais. C'était vraiment, wow, c'était de la vente forcée. Puis c'était de la vente sous pression. C'était de la vente sous pression, là. Puis, quand je rentrais dans un bloc, là, je pouvais pas rentrer dans un bloc, là. Il fallait vraiment que tu sois créatif pour rentrer dans un bloc, là, tu sais. Alors, tu payes sur 3-4 pitons, puis, gibberish. Puis là, la madame, elle comprenait pas trop, elle me laissait rentrer, puis là, montais dans les étages, puis je commençais à cogner aux portes, puis écoute, je me suis fait courir après par du monde, par des concierges avec des battes de baseball pour sortir du bloc, puis écoute, j'ai tout vu, là, tu sais. C'était toute une expérience de vie, là, un choc de réalité, là, tu sais. Ouais, mais attends, là, n'importe qui est en développement des affaires ou qui veut une business, solide training, puis... Hardcore. Ouais, hardcore. Ça, c'est comme être à la WWF, là, puis tu sautes d'en haut, puis tu crashes sur quelqu'un, là, puis absorbe. Ouais, c'est ça, parce que tu pars de là, puis c'est quasiment les bas-fonds de la vente, là. C'est le bas-fond de la vente, puis là, c'est parce que c'était pas très sain non plus, parce qu'écoute, je restais dans un char. Quand j'envoyais le monde cogner dans les portes, moi, j'étais dans le char, puis j'attendais, puis je faisais quoi dans le char? C'était pas rose, là. C'était pas très, très sain comme mode de vie, là, tu comprends? La porte du conducteur qui rouvre pas, c'était un Green Hornet station wagon vert, là, qui était en ruine. Puis j'accumulais les tickets de parking, puis c'était vraiment pas un beau moment dans ma vie. Là, c'était rough. Puis là, après... Mais attends, mais t'as touché tes premières cordes d'entrepreneur, là? Ouais. Ouais, c'est à peu près là que ça a commencé. Fait que là, formation... mais pas une vraie formation. Non, je sais, mais... autodidacte, on s'entend-tu? De l'autodidacte sur le terrain... Ouais. Touche un peu les entrepreneurs. Il arrive quoi après ça? Mais je pensais pas à ça. Je me pensais pas comme un entrepreneur. Là. Moi, je me pensais plutôt comme un runner, là, puis un colporteur. Quasiment un vendeur de drogue, là. Vraiment, là, c'était quasiment ça. Là, c'était quasiment ça. Puis il arrive quoi après ça? T'as fait ça pendant combien de temps avec ton équipe? 6 mois de ça, je me suis ramassé avec 300 tickets de parking puis un sabot de Denver. Alors, la voiture est partie parce que je n'étais pas capable de payer mes tickets. Et puis, j'ai donné ma démission à Nadine Media parce que j'étais plus capable. Eux autres, ils n'avaient plus vraiment confiance en moi non plus parce qu'à cause de mes tickets que je payais pas. Fait que finalement,
mon chum, Jean-François, un ami d'enfance, lui, il travaillait déjà comme colporteur pour Lucky One Fiesta, la liqueur à domicile, les liqueurs à domicile Lucky One, les chips Fiesta. Ouais. Donc, lui, ses parents appartenaient à cette compagnie-là. Puis lui, il était un solliciteur. Il ouvrait les runs pour les livreurs de liqueurs. Fait que lui, c'était un expert solliciteur. Puis moi, j'avais quand même une bonne expérience pour solliciter. Là, j'avais découvert que je n'étais pas trop gêné puis que j'avais le front pas mal froid. Hein? Et que le nom ne m'énervait pas bien. Alors, je suis parti avec lui le lendemain, puis dans le truck, puis on est allé ouvrir des runs de liqueur pour encore une couple de mois. Dans des rangs, dans le Saint-Mur. Et puis... on a eu bien du fun. Mais ça devait être drôlement plus encadré que l'autre. Non, c'était pire. Ah oui, c'était pire. C'était pire parce que ce chum-là, c'était un des chums que je devrais peut-être pas voir. Ouais, OK. Oh, OK. Fait que on a eu du fun en tabarnouche. Et puis, j'avais une quantité de tickets incroyable que j'avais en jeu. Puis, l'été commence, puis je reçois une lettre de Sherbrooke. Attends, là. Ah oui, c'est vrai, les universités que tu avais appliquées à travers le monde. Un paquet d'universités, ils m'avaient toutes répondu non. Sauf une. Puis parce que sur mon bulletin, c'était marqué « Failed student may not be readmitted ». Donc, c'est sûr, excuse-moi, t'envoies ça. Puis c'est moins glamour. Puis il faut que tu envoies ce transcrit-là, puis c'est pas toi qui l'envoie, c'est l'université qui l'envoie. Donc, il n'y avait pas une université sur la planète qui voulait prendre un reject comme moi, là. Oublie ça. C'est clair, c'est normal. Puis, j'ai reçu excuse-moi, c'était à l'automne. C'était à l'automne. J'ai fait ça, Lucky One, jusqu'à l'automne. Puis à l'automne, j'ai reçu la lettre de Sherbrooke m'annonçant que j'avais été admis pour la session d'hiver en génie. Écoute... je me suis pincé 3 fois. Je dis, coudonc, je rêve-tu, moi, là? Mais là, t'es dans le centre-ville de Montréal, dans ton 1,5. Dans mon 1,5, pas meublé, avec ma TV de 13 pouces. Là, qui... Pour que le monde le sache, l'Université Sherbrooke, c'est pas sa rue Sherbrooke, là. On parle de Sherbrooke. C'est à Sherbrooke. Fait que là, donc, écoute, je suis comme hors de moi, j'en viens pas. Bon Dieu a décidé de me donner une deuxième chance. Jean, je veux juste arrêter de pas une deuxième, une 14e chance. C'est ça, mais une deuxième chance à l'université, mais une 100e chance dans la vie, là, tu sais. Et puis, oh my God, j'annonce ça à mon père. Mon père dit, « Hein? Ben oui, donc! T'as enlevé... moi les appeler, ça se peut pas, c'est impossible, il y a une erreur. » Ouais, OK. Il y a une erreur, on peut pas t'amener là, puis te déménager là, puis que là, tu te fasses revirer de bord, là. Il doit y avoir une erreur de frappe à quelque part, là. Ça ne peut pas être admis, tu sais. Fait que finalement, écoute, mon père a dit, ben écoute, on va te donner une deuxième chance. Go for it. Fait que là, j'avais encore des prêts bourses. J'ai réussi à obtenir des prêts bourses encore du gouvernement. Et puis, j'ai déménagé à Sherbrooke en résidence. Puis c'est ce qui m'a sauvé la vie, c'est d'être en résidence. C'est pas d'être dans le centre-ville, au coin de Maisonneuve puis Stanley. Aujourd'hui, la ville de Sherbrooke, super intéressant. Il y a quand même un bel niveau de vie, mais dans 25 ans, la rue King, elle devait être moins populeuse, puis il devait moins avoir d'embranchement. C'était moins branché qu'aujourd'hui, évidemment. Fait que moi, j'étais en résidence à Sherbrooke. Donc, j'étais entouré de gens qui étaient studieux et qui avaient un parcours académique standard. Fait que là, tu changes encore une fois tout ton entourage. Tout mon entourage est changé. Tout ça en 24-48 heures, là? Ben, c'est ça. Quasiment. Fait que je suis arrivé à Sherbrooke, puis là, j'ai rencontré du monde qui était plus studieux, puis qui me permettait un meilleur encadrement pour que moi, je sois comme eux autres. Encore là, moi, j'étais influençable. Donc, dis-moi qui tu tiens, je te dirai qui tu es. Donc, j'avais des bons amis comme... Puis là, celui qui me vient à la tête, c'est Marc Loisel, là, puis c'est encore mon chum aujourd'hui. Là. Et puis lui aussi, il est ingénieur, entre autres. Mais Marc m'a aidé beaucoup. On travaillait ensemble, puis c'était mon collègue d'école, tu sais. Et puis, écoute, première année à Sherbrooke, j'ai réussi. Puis, écoute, j'ai fini mon bac à Sherbrooke en 87. Mais attends un petit peu, Jean. Là. Tu pars t'es sur le party...
à tu payes sur reset, puis on recommence une vie, là. Oui, c'était recommencer une vie à zéro, au complet. Comment tu sais, je sais que t'es fort, là, mais j'avais pas mentalement, l'option. là. Mais j'avais pas l'option. C'était toujours l'instinct de survie, hein. L'instinct que j'ai deux choix. C'est je fais ça ou je mets un X sur ma vie, là, parce qu'il n'y a plus de vie sinon, là. Puis tes parents, ils étaient comment avec ce nouveau départ-là? Ben, Ça a dû prendre du temps avant que la confiance revienne? Ben, ils pensaient que c'était peut-être une bonne chose que je sorte de Montréal. Je te le garantis aujourd'hui, très bonne chose, là. Effectivement. Donc, ils m'ont supporté, puis je me suis ramassé à Sherbrooke, puis ça a été en fait, quand j'ai commencé en 83, fait que c'était 4 belles années de ma vie, là, où est-ce que j'ai eu beaucoup de plaisir, puis que j'ai rencontré du monde formidable, du monde normal, du monde qui ne pouvait pas me causer préjudice, et puis me permettre de pouvoir m'épanouir comme je devais m'épanouir, puis comme j'avais le potentiel de m'épanouir. Fait que ça, vraiment, Sherbrooke a sauvé ma vie. A sauvé ma vie. Wow. Et puis, donc, je suis très reconnaissant envers Sherbrooke, hein, pour qui je suis aujourd'hui. Mais là, Jean, j'ai 3000 questions qui me viennent en tête, là. Mais... J'ai 3000 réponses. Ouais. Premièrement, souvent, la première année, on est tous admis dans le tronc commun. Puis je crois que c'est encore comme ça aujourd'hui, puis je crois que c'était comme ça dans le temps. Pourquoi avoir choisi la mécanique du bâtiment? En fait, quand je suis rentré à Concordia, je suis rentré en génie civil, faire comme mon père. Après une session, je me suis rendu compte que le civil, c'était pas pour moi. J'aimais mieux la mécanique parce que, bon, j'avais travaillé comme machiniste, puis c'était plus... j'avais plus une orientation plus mécanique. La machinerie, je trouvais ça le fun, tu sais. C'était peut-être plus de précision, la mécanique, je trouvais que la structure... Plus concret, peut-être? Plus concret, c'était plus dynamique, tu sais. Transitoire dans le temps. OK. Donc, j'ai changé en mécanique. Mais évidemment, quand je suis sorti de Concordia, ça n'avait plus rapport. Ouais, qu'est-ce que je voulais faire? Là, c'était fini, mon parcours était terminé. Là. Fait que donc, quand j'ai réintégré l'université, bien évidemment, je voulais continuer en mécanique. Puis là, ben, j'étais un peu plus vieux, un peu plus mature, un peu plus... je savais un peu plus ce que je voulais, sans trop savoir ce que je voulais. Donc, j'ai fait mon parcours en mécanique à Concordia, mais c'était pas en mécanique du bâtiment, parce que ça n'existait pas, la mécanique du bâtiment à l'époque. C'était en civil. Donc, c'était vraiment de la mécanique, des machineries, l'aéronautique, gas turbine and propulsion, des cours de même que je prenais. Là, fait que ça n'avait rien à voir avec la HVAC et la plomberie. Là, donc, j'ai terminé mon bac à Sherbrooke avec une faible moyenne. Mais j'ai gradué. Mais tu as gradué. Et c'est ça qui était important pour moi, c'était de graduer. Après ça, ce que je faisais de moi, puis qui j'étais pour devenir, était tributaire des efforts que je mettrais, puis des opportunités qui se présenteraient devant moi. Puis là, tu sors de là 28 ans. Oui, 27 ans. 27? Oui. Il arrive quoi après? Donc, je déménage où? Donc, je suis revenu à Pointe-Calumet. Mais pourquoi tu n'es pas resté à Sherbrooke? C'est drôle parce que je sortais avec une fille de Sherbrooke, Joanne Pye. Puis elle allait à Bishop's University. Puis c'était une nageuse. Et puis, je sais pas. Je suis retourné à Pointe-Calumet. Puis je continuais à sortir avec cette fille-là. Puis là, bon, on se voyait, c'était une relation à longue distance. Ça a duré 3-4 mois, puis ça s'est étendu. Et puis, donc, je me suis ramassé dans un appartement que mon père m'avait loué, qu'il y avait à Pointe-Calumet. Ça faisait partie de mon salaire, entre autres. Là, je travaillais avec mon père. Fait que j'ai joint le bureau de mon père. Autour que je suis arrivé à Pointe-Calumet, j'ai rentré dans son bureau, puis on a doublé le staff. Ouais, c'est ça. Tu étais l'employé numéro 1 et le seul. C'est ça. Fait que quand je suis rentré dans le bureau, ben, en rentrant, on doublait le staff. C'était huge. C'était huge pour mon père. Mon père n'avait jamais eu d'employé, puis quelqu'un qui pouvait vraiment l'aider. Puis il n'avait jamais eu non plus quelqu'un à coacher. Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, on se replace
je vais parler un peu de ma relation, moi, avec mes parents, mais tu sais, quand j'étais jeune et no limit, la dernière chose que je voulais, c'était que papa me coach puis qu'il m'explique, tu sais, comment c'était la relation avec ton père puis, là-dedans. Imagine-toi, cette relation-là était bizarre. Houleuse. Parce que, tu sais, la confiance avait pris le bord pas mal, tu sais. Par contre, c'est sûr, en graduant, la confiance a remonté. Ma cote de popularité a repris, tu sais. Donc, mon père était fier de moi, il avait confiance en moi. Ma mère était fière de moi, mais elle se méfiait de moi aussi. Elle n'était pas certaine de mes intentions, tu sais. Fait que, non, ça a très bien été. Mon père a été un très bon coach, puis c'était tough, mais ça a été un bon coach. Puis j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans un très petit bureau. Donc, j'ai pu toucher à tout. Contrairement à travailler dans un gros bureau, parce que j'aurais été un petit numéro, puis j'aurais jamais évolué à la vitesse que j'ai évolué avec mon père. Mais oublie ça n'aurait jamais arrivé. Mon père m'a montré à faire de la mécanique, de l'électricité, du génie civil. Je touchais à tout, là. Je touchais à tout. À part de la structure. J'avais pas de structure. Mais tout ce qui était protection incendie, l'électricité, la plomberie, la ventilation. Fait qu'il te formait en même temps dans d'autres disciplines. Ouais, je faisais ça, puis je dessinais tout. Puis il m'apprenait à concevoir. Puis donc, c'était vraiment, là, j'étais vraiment, tu sais, j'aime pas utiliser le titre, le gopher, mais j'étais un gopher. Go for this, go for that. Puis j'assumais ce rôle-là. Bien, tu étais son adjoint à la conception, tu l'aidais pour tout. Je faisais tout. Et puis, donc, cette formation-là, moi, je te le dis, en dedans de 3 ans, là, j'étais déjà, très autonome, puis très bon dans ce que je faisais. Mais en 93, il y a eu une récession, une nouvelle récession. Puis c'était difficile. Puis mon père avait un peu de misère à supporter mon salaire. Okay. Mon père c'était pas un monsieur qui était très fort en développement des affaires. Il était bon dans ce qu'il faisait, mais... il avait sa clientèle, il roulait avec ça. Oui, c'est ça. Puis donc, il n'y avait pas beaucoup de développement qui se faisait. Donc, je me sentais mal un peu de travailler pour lui puis de prendre son argent, sachant que je travaillais pas tellement fort parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'ouvrages. OK. Puis mon chum, Jean-François, vendeur de liqueur, qui j'ai fini mon année... Le mauvais gars, là. Le mauvais gars, c'est ça. Qui a toujours été dans ma vie, puis que ça a toujours été un ami, puis c'est toujours mon chum aujourd'hui. OK. Il doit avoir changé. Il est thérapeute en relation d'aide, lui. OK, ouais, c'est ça. C'est ça, Mané, il a fait le switch l'autre bord. Écoute, lui, il a eu une vie assez rock'n'roll aussi. Alors, Jean-François travaillait encore pour Lucky One, puis là, il y avait une idée de faire... de monter des runs de moulets, donc d'offrir le service à domicile de nourriture pour chiens et chats. Mais attends, fait que là, on est en 93, ça fait 5-6 ans que t'es pour ton père? Ouais, 87 à 93, là, ça fait 6 ans. Fait que là, plus d'ouvrage. Puis je viens de me marier. Ah ouais, c'est vrai. Je me suis marié en 93 avec Sylvie. Fait que là, je venais de me marier, puis là, ben, c'était pas le Klondike Langini, là, puis je voyais pas de Klondike. Puis mon père, il était un peu dominateur, même très dominateur. Fait que j'avais pas de marge de manœuvre, puis je pouvais pas vraiment m'épanouir comme je voulais. Puis en plus, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages. Fait que je sentais que je stagnais, puis ça avançait pas mon affaire. Puis... Fait que finalement, Jean-François, on jase une journée. Puis j'ai une bonne idée. Jean, t'es bon en génie, mais j'ai une bonne idée. On se part une ronde de moulée. Regardez ça, il dit, tiens, écoute, Nutrizoo, service à domicile, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, très bonne idée. Puis, tu sais, tu as déjà fait un petit sondage parce qu'à chaque porte que tu cognes quand tu vends de la liqueur, ben, tu poses la question, hey, t'as 3 chiens en arrière, là, à Saint-Polycarpe, là, puis Mondou, t'as 3 heures de chez vous, là. Tu t'organises comment avec ta moulée, toi? T'sais? Fait que donc, il a fait un sondage, voir comment est-ce que les gens répondaient à ça. Puis les gens répondaient positivement. Oui, si tu pourrais me livrer ça, puis le chien l'aime, écoute, t'en prendre, moi. Viens me livrer mon 18 kilos à la maison, là, c'est sûr, là, je le veux, ce service-là. Fait que, il a décidé de créer cette marque-là de Nutrizoo. Là, ça, c'est lui est arrivé avec le nom Nutrizoo qu'on connaît, là. Pardon? Ça, c'est le Nutrizoo qu'on connaît aujourd'hui. Donc, fait que là, toi puis GF... On a parti Nutrizoo. On a acheté une 45 pieds
remplis de sacs de moulés blancs. On s'était fait faire des stickers Nutrizoo avec les ingrédients, puis la marque, puis notre logo. Et puis, on avait loué un camion, un Econoline. On avait loué un entrepôt sur la rue Sicard à Sainte-Thérèse, sur la 15. On voyait le logo de Nutrizoo sur la 15, quand on passait sur la 15 en s'en allant vers le nord. Et puis, on a ouvert des sacs de moulés, on faisait des échantillons, puis on est parti à Bellefeuille, c'est ça. Notre première run qu'on a montée dans le bout de Bellefeuille, Saint-Colomban, Saint-Canut. On nageait dans les régions, parce que c'est là qu'étaient les gros chiens. Puis c'est là c'était plus loin pour aller chercher la nourriture pour chiens. Donc on s'arrangeait pour aller dans des places où est-ce que le besoin était vraiment nécessaire et qui serait apprécié. Donc, on est parti, on faisait des échantillons dans les sacs Glad le matin, on ouvrait un sac, on mettait ça dans un petit sac Glad, puis on partait, puis on prenait chacun notre bord de chemin, puis on s'était fait des pamphlets, puis on cognait aux portes. Bonjour, madame, j'ai entendu votre chien, j'ai pas en arrière. Qu'est-ce que de nourriture vous donnez à votre chien? Nous, on s'appelle Nutrizoo dans votre secteur, puis on offre un service à domicile, comme le laitier, mais excepté nous, on va livrer votre moulet à domicile, puis vous prenez du yam, mais écoutez, nous autres, on a une autre protéine qui est vraiment similaire à votre yam, puis vous allez payer pas mal moins cher, puis on va vous la livrer à domicile à la fréquence de consommation de votre chien. Qu'en pensez-vous? Ah, wow, c'est intéressant. Chez nous, Jean, ça m'intéresse. Mais là, mon chien va-t-il aimer ça? Ben, madame, j'ai un échantillon ici. T'as un peu, là, on va ouvrir le sac, là, puis on va mettre des petites crottes, des petites croquettes là, sur le plancher. On va prendre des croquettes de votre nourriture, Yam, là, puis on va les mettre un après l'autre, là, puis on va voir qu'est-ce que le chien va faire. Fait que là, le chien partait, puis il ramassait le Nutrizoo, là. Le Nutrizoo, il était frais du matin. Il venait d'ouvrir le sac. Son Yam, ça faisait 3 semaines qu'il était ouvert, là. Il sentait plus rien, il avait plus de goût, là. Fait que le chien, il sautait sur ma moulée. Fait que là, c'était une vente quasiment à tous les portes, là. C'était quasiment garanti. Et puis, souvent, même, je rentrais un sac parce que quand il en restait ça. Je dis, madame, si vous en reste ça, il faudrait mélanger la nourriture pour s'assurer que le chien ait une bonne transition parce que sinon, il pourrait peut-être avoir des selles molles. Fait que plus fatigant à ramasser. Fait que si vous la mélangez comme ça, moitié-moitié, ben, avec le temps, ben, le chien, les selles vont rester solides et puis le chien va continuer à bien se porter avec sa nouvelle moulée livrée à domicile. J'ai entendu aussi que vous aviez un chat. On a de la litière aussi pour votre chat. Puis on a aussi de la nourriture pour chat. Alors, puis des nonos, puis tout ça d'affaires. C'est comme un pet shop ambulant. Oui, c'est ça. Fait que là, tu as rajouté plein de add-ons après à la moulée. Et donc, on a monté notre première run en temps de le dire. On a vendu ça 30 000 $. Fait que là, on s'est dit, OK, on va en monter un autre. Parce que là, lui, il vient acheter chez nous. Fait que, c'est un peu le même principe que Lucky One. On montait des runs, puis c'est nous autres qui approvisionnaient le livreur. Après ça, on voulait faire le même principe que Lucky One Fiesta ou le laitier. Puis ils venaient à l'entrepôt, chercher leur stock le matin, puis aller faire leur livraison, leur run. Et puis, donc, on a monté une deuxième run dans le bout de Sainte-Lucie, puis Sainte-Marguerite, dans les Laurentides. Jean-François est resté dans ce coin-là, fait qu'il voulait en monter une là-bas. Fait qu'on était monté une run là, puis encore là, écoute, cognant à la porte, 3 gros chiens en arrière, écoute, il y avait l'écume qui leur sortait dans la bouche, le mec avait faim. Fait que nous, on arrivait là comme des sauveurs, là. C'était quasiment des easy deals. Mais il fallait quand même aller cogner au pas, puis être des colporteurs. Puis là, c'est le choix que j'ai fait, moi, c'est de devenir un colporteur. Fait que quand j'ai décidé que je partais avec Jean-François, j'ai décidé de mettre mon jaune de côté, le mettre dans ma poche en arrière, pour pas que je sois trop influencé, que quand je cognais, je voyais le jaune, mais hey, je suis un ingénieur, que je fais là, tu sais. Fait que j'ai mis ça de côté pour pouvoir continuer à faire mon travail adéquatement. Fait qu'on a monté cette run-là, puis on l'a vendu encore. Puis là, on en avait 2 de monter. Fait que là, on s'est dit, Colin, c'est des franchises, ça. On va faire des franchises. Fait que là, on a sorti une carte, puis on a commencé à découper ça. Puis on a fait des zones maîtres, comme, tu sais, l'Abitibi, Lac-Saint-Jean, la Gaspésie, la Beauce, l'Estrie, etc., etc. Et donc, on a mis des annonces dans Occasion d'affaires, la revue Occasion d'affaires. Et puis, les gens appelaient, puis s'intéressaient à notre concept. Puis, venaient nous rencontrer, puis on vendait des franchises.
Fait que là, on s'est mis à vendre des franchises, mais là, c'est beau vendre une franchise, là, mais faut que tu t'as vraiment cogné aux portes de ta vie, là. Ah ouais. Tu sais pas c'est quoi, là, puis tu cherches une nouvelle carrière, là. C'est très intéressant. Puis, donc, évidemment, ceux à qui on vendait des franchises, on l'a quand même, soit sûr qu'ils comprennent dans quoi ils s'embarquaient. Donc, après ça, quand on vendait une franchise, bien là, il fallait partir avec. Il fallait le former, montrer comment cogner aux portes, puis montrer comment faire des suivis, puis comment retourner, puis closer. C'est tout ça pareil, là. Même si je laisse un pamphlet, puis je laisse un échantillon, ou si je laisse un sac, ça se peut que je revienne, puis que madame m'a dit non, finalement, j'en veux pas. Ah, ben là, voilà que tu récupères, là. Fait qu'il y avait des techniques qu'on s'était développées pour pouvoir récupérer la balle qui tombait, là, tu sais. Fait que là, en 97, on était rendu à 85 franchisés à travers le Canada, de 93 à 97. En 5 ans, on était rendu 85 franchisés à travers le Canada. C'est-à-dire qu'on avait aussi en Ontario, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique. Et puis tous ces gens-là, on est allés les former. Fait que c'est moi qui les formais parce que je suis l'anglophone. Donc, j'avais l'odieux d'aller former les gens à Abbotsford, en Colombie-Britannique, Moncton, Nouveau-Brunswick. C'est tout moi qui ai ouvert ça, ces runs-là de moulé, là. Et puis, on avait été nommé franchiseur de l'année par occasion d'affaires en 97, à cause des exploits qu'on avait réalisés. Et puis, pendant ce temps-là, je continuais à travailler en génie. Fait que le jour, j'étais un vendeur de moulés. Puis le soir, ben, j'allais travailler avec mon père. OK, fait que tu continuais, tu avais un peu de temps libre. C'était c'est parce que tu sais, je voulais pas perdre la main. OK. Je voulais pas perdre la main, j'aimais quand même ce que je faisais, j'étais content de ce que j'avais à acquérir comme expérience, fait que je voulais pas le perdre. Donc, évidemment, la seule façon de pas le perdre, c'est de pratiquer. Donc, il fallait que je continue à pratiquer. Donc, je travaillais le jour jusqu'à 7-8 heures le soir à faire Nutrizoo. Et puis, 9h, 9h30, j'allais chez mon père. J'arrivais à la maison, je soupais, j'allais chez mon père, puis je traversais à travers des Saints jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin. Fait que j'ai fait ça pendant 7 ans. En 2000, je me suis tanné de Nutrizoo, rendu à 110 franchisés. J'ai vendu à Jean-François, mon partenaire. Et puis, j'ai parti mon bureau. Mon père commençait à dépérir. Il y a eu l'Alzheimer, le Parkinson, puis c'était difficile pour lui. Fait que la business est en train de descendre. Perdre de vitesse. Fait que... Mais attends, Jean, avant qu'on aille plus loin, là, moi, j'ai une question qui me brûle. 110 franchisés, Jean, l'argent devait... Je sais que t'es un passionné, fait que mais l'argent devait quand même couler à flot. Là. Tu venais de passer à travers 110 franchisés, il devait avoir de l'argent qui sort de là. Non, pas tant que ça. C'était pas le Klondike. C'était faisait de l'argent, là, mais c'était pas le Klondike comme que j'anticipais non plus. Okay. Puis ça demandait beaucoup d'efforts. Puis c'était compliqué, les franchisés. C'était beaucoup d'entretien. J'ai de la misère. Il faut retourner avec lui, voir qu'est-ce qu'il fait, pourquoi qu'il y a de la misère à trouver des clients. Il sort-tu? Il va-tu vraiment cogner aux portes? Finalement, il y en a un client qui décide de rentrer d'autres marques dans son camion parce que il y a un client qui a dit qu'il n'en voulait pas, mais il voulait juste du Yam. Mais si tu y en as du Yam, il prendrait. Fait que lui, il achetait. C'était high maintenance. OK. High maintenance, puis j'étais un peu... j'avais le roll-ball quand j'ai vendu. Puis t'as pas eu de choix difficile à faire? C'était clair dans ta tête? Ouais. Parce que c'était clair dans ma tête, puis aussi, moi puis Jean-François, écoute, on était un couple là, depuis 7 ans, là, puis on commence à être un peu tannés de l'un de l'autre aussi en même temps, tu sais. Fait que je te dirais que c'était un peu une raison pourquoi j'avais pas de partenaire quand j'ai parti mon bureau, parce que je voulais plus de partenaire, parce que je voulais être libre de mes choix, puis pas me faire critiquer ou d'être obligé de critiquer quelqu'un pour des erreurs ou... Ouais, c'est ça. Puis, fait que là, tu reprends le bureau de ton père, mais aux dernières nouvelles, ton père avait toujours un employé, toi? Oui, à temps partiel. À temps partiel, fait que là, encore une fois, Jean, paye sur le groupe ton rouge, reset, on recommence. Je comprends. Oui, je recommence. Start from zero. C'est start from scratch. Là, j'ai vendu Nutrizoo, je me suis ramassé un montant d'argent.
Et puis là, on recommence une nouvelle carrière. Et puis, je veux être ingénieur. Mais là, on est en l'an 2000. En l'an 2000, j'ai 41 ans. Les enfants sont-ils nés? Les enfants sont nés. J'ai mon premier en 94, Samuel. Fait que Samuel, il y a 6 ans. Puis Marc-Olivier, en 97, Marc-Olivier, il y a 3 ans. Fait que là, je décide, puis je suis marié avec Sylvie encore. Ouais, c'est ça. Très bien. Puis écoute, Sylvie, elle croit en moi. Puis elle comment avec ça? Tu sais, elle te voit monter, te faire travailler comme un forcené à monter une business. D'être un superstar dans le monde de la nourriture pour chien et chat. Ouais. OK, c'est moins glamour. Ben, c'était glamour. Non, c'était glamour. On était convoités. Là, on a fait des émissions de télévision. C'était cool, là. C'était le fun, là. C'était vraiment le fun. J'aimais ça. J'aimais pas le côté de maintenance des franchisés, mais d'être le franchiseur Nutrizu, c'était cool, là. C'était vraiment, tout le monde nous trouvait extraordinaire, puis tout le monde trouvait qu'on était génial, puis créatif, puis wow! C'était le gros wow effect, tu sais. Puis... But the day is not wow. Ouais, c'est ça. Quand tu vas dans le shop en arrière, puis tu vas mouler, là, ça te tente plus. Là, fait que là, pèse sur le bouton reset, on recommence en ingénierie. Ouais, fait que là, je commence en ingénierie. Mon père est dépéri, fait que mon père il est obligé de prendre sa retraite, là, puis tirer sa révérence. Puis, écoute, de 2000 à 2004, c'était terminé pour lui. Il est décédé en 2004. OK. Du Parkinson puis de l'Alzheimer. Il est décédé à quel âge, Jean? 74. OK, fait qu'il a quand même travaillé 70 ans. Ouais. Puis là, toi, ça, tu sais, de voir ton père travailler comme un forcené super tard le soir, toi, ça te donnait le goût de peser sur le gros bouton, puis on recommence ça? Ben, c'est ça. Écoute, je l'ai fait pendant 7 ans. Quand je travaillais chez Nutrizu, le soir, je travaillais avec mon père. Fait que j'étais devenu un gars travaillant, malgré moi. Mais je me connaissais pas de même. Tu apprends à te découvrir en vieillissant. Hein? C'est ça, la vie. Hein? La vie, là, tu apprends à te découvrir. Tu découvres au fur et à mesure que tu avances. Bien, aussi, le fait que tu n'aies pas de temps libre, ça te tenait loin des pièges un peu. Ouais. Des les pièges, mais aussi, là. j'étais marié. Fait que ça m'avait assagi. Ma femme m'a vraiment groundé. Ma femme m'a sauvé de moi-même. Elle t'a accompagné puis elle était capable de dire elle m'a groundé. Quand t'allais du mauvais côté. Elle m'a groundé. Puis les kids aussi. Là. Puis les enfants, ça m'a groundé encore plus. Fait que là, j'avais une autre mission dans ma vie. Là. C'était la mission familiale, puis la mission de réussir ce projet-là, qui était un projet d'une vie. Là. Alors, puis que j'acceptais à plein régime. Fait que là, est-ce que tu achètes la firme de ton père ou tu la reprends? Je la reprends parce qu'il reste quasiment plus rien. Il reste 2-3 clients. OK. Il reste plus rien. Fait que je reprends la firme. La firme de mon père s'appelait GM Desjardins et Associés. Fait que moi, j'ai appelé ça Desjardins Expert Conseil. Puis, je m'étais fait mon propre petit logo avec AutoCAD. Je m'étais autodidacté avec AutoCAD parce que j'avais jamais travaillé avec AutoCAD de ma vie. Je dessinais à la main. Fait que là, avec l'AutoCAD de version 13, je pense, c'était à l'époque. Ouais. Et puis, il venait juste de sauter du DOS à version 13. Et puis, donc, je me suis autodidacté sur AutoCAD. Puis là, j'ai ouvert mon bureau dans ma chambre à coucher. OK. Fait que j'ouvrais mes plans sur le lit pendant que je travaillais, pendant que ma femme dormait le soir. Puis, je travaillais sur mon ordi. Puis, je faisais tout seul. J'étais un one-man show, comme mon père. Ouais. J'ai vraiment le reflet de mon père, une copie conforme de mon père. Quelque chose que je n'avais jamais voulu faire. Oui, c'est ça. C'était quasiment... Non, c'était quelque chose que je voulais jamais faire dans ma vie. Là. Puis que je me suis retrouvé à faire exactement comme lui. Ouais, le même genre de pattern. Oui, si on regarde statique, on regarde l'image, oui, tu tombes ingénieur reprise d'une firme qui est un freelance show. Sauf que tu as peut-être quelque chose que ton père n'a pas eu comme enseignement. Tu as eu des années et des années de vendeur / colporteur à te faire dire non 1000 fois, à trouver tous les arguments pour closer un deal. Ça, tu sais, quand je suis parti, moi, en 2000, 2001, à peu près en même temps,
Tu sais, je savais pas en quoi aller, puis mon père me dit, tu sais, peu importe où ce que tu vas, tu as le côté salesman, tu sais. Fait que choisis la discipline. Une chose qui est sûre, c'est que ça va être tu vas avoir ça à ton nom un moment donné, puis tu vas le faire. Fait que, tu sais, un peu ce côté-là. Fait que chaque entrepreneur, selon moi, doit avoir le côté vendeur parce que les clients qui cognent à la porte, je sais qu'aujourd'hui, c'est différent, on en a déjà parlé, puis on va y arriver, mais tu avais une formation de terrain qui personne... Qui est inégalée. C'est ça, là. Qui est inégalée. Écoute, de vendre des revues porte-à-porte, là, quand t'as rien d'autre à faire puis qu'il faut que tu manges, là, puis que ta vie en dépend, là, c'est épeurant, là. C'est pas quelque chose de très glorieux, là. C'est vraiment épeurant, là. C'est life or death. Oui. C'est ça, là, c'était l'instinct que j'avais. Puis à chaque fois que je faisais face à une situation, c'était toujours un défi de montrer que j'étais capable. Ah, tu faisais... Il fallait que je prouve. Quand j'ai dit à mon père que j'arrêtais le génie pour aller vendre de la bouffe à chien pour ta porte, là, qu'est-ce que tu penses? Mon père a dit. Deuxième fois que t'es rayé de l'héritage. Écoute, c'était une chicane là, dans le bureau à mon père là, de me traiter de tous les noms de sa planète, là, de dire... Quasiment de l'abandonner. Écoute, oublie ça, là, ça n'avait pas de bon sens ce que je faisais là, puis c'était qu'est-ce que tu fais là? Puis pas avec Jean-François. Ouais. En plus, avec la prends-en un autre. Tu sais. Et puis... fait que là, on est en 2000. Tu reprends ça. Je reprends ça. Puis là, comment ça va les débuts de Ben écoute, je suis bon. Je suis bon dans ce que je fais. Et puis, je suis bon vendeur. Je suis bon... je m'exprime très bien, malgré ma dyslexie. Ouais. Des fois, j'inverse des mots, ça arrive. Exact. Mais je m'exprime quand même très bien. Et puis, donc, j'ai pu continuer avec les 2-3 clients que j'avais déjà. Fait que j'étais tout seul. Fait que j'avais, tu sais, ça allait bien. 2-3 clients, là, je réussissais la première année, je pense que j'ai fait 150 000 dans l'année. C'était génial. C'était vraiment très heureux. Puis mon coût d'opération était... Zéro. C'était ta maison. C'était le Klondike. Fait que là, après cette première année-là, c'est moi qui faisais tout seul. Je dessinais, je suis technicien, ingénieur. C'était quand même... Comptable, non, facture. ma femme s'occupait de l'administration. Sylvie était déjà impliquée dans le business? Zéro administration. Je déteste l'administration. J'aime pas l'administration. Parle-moi pas de l'administration. J'haïs ça. J'aime vraiment pas ça. Je suis pas un comptable, je suis pas un gars de chiffres. Je suis un gars de marketing, je suis un gars de vente, puis je suis un gars technique, hyper technique. J'aime la technique. Donc, je carbure par la science. Mais pas la science administrative. Non, ouais, c'est ça, tout le côté. Puis là, les débuts, que ça se passe comment? À quel moment tu as un nouvel employé? Donc, première année, je fais ça. Puis là, à un moment donné, je travaille avec un architecte que peut-être que tu connais, Alain Lafont. Ouais. Alain Lafont, je l'ai connu en 90 parce qu'on faisait des projets ensemble pour M. Latella, qui est encore mon client aujourd'hui, après 30 ans. Ça dit beaucoup, hein? Ouais. Un client qui te suit pendant 30 ans, là, my God, là, c'est une preuve de fidélité. Là. Ouais, ça vaut de l'or. C'est une preuve que je dois faire quelque chose de bien. Mais Alain Lafont, je vais dire que lui, là, il a contribué énormément là, à m'aider à passer à travers ces premières années-là. Et on était des bons amis, puis il m'encourageait, puis s'il pouvait me payer des clients, ben il m'aidait. Fait que ça a été un bon partenaire, si tu veux, de travail pour moi là, pendant ces premières années-là. Donc, un an plus tard, il dit, gars, Jean, il dit, je connais quelqu'un, Monsieur Denis Gaudreau. Denis que je connais, là? Oui. Denis Gaudreau. Il dit, c'est un technicien, puis il dit, je pense que même, il pourrait t'aider, lui. Puis, tu sais, il est bon sur AutoCAD. Tu dis, ah, ouais, c'est un technicien. Jamais toi avec un technicien, oui. C'est moi le technicien, là. Pas besoin de ça. Je vais déléguer ça, là, puis... ça sera pas beau, il fera pas comme moi, tu sais. C'est comme... Je croyais pas à ça. J'avais jamais vu ça, un technicien. Je savais pas qu'est-ce que ça mangeait, un technicien, là, tu sais. Alors... ben, écoute, on s'est rencontrés. Puis, j'ai donné un job à faire. My God! Quand j'ai reçu les plans, j'ai dit « Oh my God! Qu'est-ce que c'est ça? C'est même plus beau que qu'est-ce que je fais! T'es écœurant, qu'est-ce qu'il fait là? Wow! C'est tellement beau! J'en avais quasiment les larmes aux yeux. »
Fait que là, tu as compris. Mais là, j'ai découvert qu'écoute, je vais déléguer cette partie-là parce que carrément, il y a mieux que moi là-dedans à ce niveau-là. Fait que Denis, c'est devenu mon technicien pour quelques années à suivre. Après ça, j'ai engagé un technicien, Stéphane Ledoux. Stéphane a aussi contribué énormément à mon succès. Puis là, tout le monde travaille de chez vous, là? Tout le monde travaille de chez nous. On tasse les babelles des kids. On tasse les babelles. Là, là, j'ai rénové ma maison, j'ai agrandi la maison, j'ai créé un bureau. Puis là, j'ai fait un atelier de travail, là, puis j'avais mon bureau à la maison. Et puis, en 2002, j'ai décidé que je voulais avoir mes droits de pratique en génie électrique puis en génie civil. Parce que j'étais déjà ingénieur mécanique. Donc, j'ai fait appel à notre ordre pour savoir qu'est-ce que je devais faire pour pouvoir devenir ingénieur électrique et ingénieur civil. Fait qu'ils m'ont dit, écoute, t'as tant d'heures à faire 5600 heures de stage à faire en électricité, puis 3200 heures de stage à faire en génie civil. Ça se fait bien, ça. Puis t'ouvres-toi un maître de stage pour te mentorer. Alors, j'ai fait 10 cours en génie électrique, puis je pense que c'était 5 ou 6 cours en génie civil. Donc, j'ai relevé ce défi-là à 42 ans. Tu as retourné ces bancs? J'ai retourné sur les bancs de l'école à Polytechnique. Là, j'avais 10 cours à faire en génie électrique, là, puis c'était quand même un gros mandat, là, avec des petits-enfants à la maison, puis une business que je suis en train de monter, puis des cours qu'il faut que je fasse, puis le stage qu'il faut que je fasse pour pouvoir obtenir mes droits de pratique à titre d'expert en génie électrique et en génie civil. Alors, ça a pris 5 ans. Et puis en 87, j'avais mes pleins droits de pratique à titre d'expert en génie électrique et en génie civil. Pas en 87, en 2007. Excuse-moi, en 2007. Tu vois, ça, c'est de la dyslexie. Oui, c'est ça, en 2007. En 2007, j'ai eu ces droits de pratique-là, donc en génie électrique et en génie civil. Donc, c'était mon objectif, c'était parce que je voulais être autonome. Puis je voulais pas de partenaire. Puis je voulais pas partir une firme de génie disciplinaire avec un partenaire en génie électrique et un partenaire en génie civil, puis être obligé de séparer la poire en 3. Ça me tentait pas. Oui, mais attends, Jean, tu décides 2002 à 2007 de faire tes cours. Cours et stage. Et juste un petit aparté comme ça, et gérer une petite business en expansion. Ouais, exact. À 50, 60 heures semaine. Exact. Tu dormais quand? Ouais, puis une famille. Moi, c'est ça. Ouais. C'est vrai, j'ai oublié que tu avais 2 gars. 2 gars qui avaient eu 7 ans, 10 ans, 11 ans. Fait que c'était j'avais une femme, j'ai une femme incroyable en arrière de moi, Sylvie Beauvais. My God, c'est ma héros. C'est ma sauveur, c'est ma source d'énergie, c'est ma lumière, my guiding light. Je suis vraiment là. J'étais tellement chanceux de l'avoir dans ma vie là, parce qu'elle m'a permis de pouvoir accomplir toutes ces différentes tâches-là, ces différents objectifs-là que je m'étais donnés, là, qui étaient quasi insurmontables. Oui, je pense que tu as bien compris le travail d'équipe et tout ça. Puis je pense que le premier travail d'équipe, c'est souvent à la maison avec ta femme. Puis ça, je pense que tu l'as mis en application year one avec elle là-dessus. Absolument. À quel moment on est en 2007, tu as combien d'employés? En 2007, je suis 4 employés à la maison. Puis là, en 2007, je suis ingénieur dans 3 disciplines. Quel exploit incroyable. Moi-même, j'en revenais même pas, là, tu sais, que je suis parti, là, d'un jeune délinquant à être ingénieur dans 3 disciplines qui étaient inégalées et inédits dans l'industrie. Quelque chose que les autres ingénieurs ne souhaitaient pas vraiment avoir, mais que j'ai quand même relevé le défi et prouvé hors de tout doute, même à mon ordre professionnel, que j'avais les habiletés puis que c'était humainement possible de le faire. C'était un gros défi par soi-même, là, tu comprends? Là? Oui, c'est énorme. Puis je pense, à ma connaissance, tu fais partie d'un petit groupe select qui a ces 3 disciplines-là. Là. Je n'en connais pas d'autres. Qui est vraiment approuvé par écrit. Oui, c'est ça. Moi, j'ai une lettre écrite qui me donne, qui m'octroie ces droits de pratique-là. Tu comprends qu'un droit de pratique, là, c'est bien plus fort qu'un bac. Oui, non. C'est à cause que un droit de pratique, t'es un expert. C'est ça. T'as des heures de travail et de formation. Oui, 5600 heures de pratique, là, de stage. C'est huge. Oui.
Pas mal. Pas mal. Ça m'a pris 5 ans à faire ça. C'est ça, c'est incroyable. Plus mes 3200 heures de stage en génie civil. C'est ça, plus gérer la business. Fait que là, à quel moment tu décides de transférer le bureau de Pointe-Calumet à Laval? Donc, en 2007, là, ma femme, elle trouve que je prends de la place dans la maison, puis me semble qu'on fait venir M. Septique souvent pour vider la fosse septique. Fait que, on a décidé de déménager le bureau à Laval puis de se louer un local à Laval. Donc, qui est le local que vous avez... Non? Non, je me suis mis à rechercher un local. En on était 4. Je cherchais pas quelque chose de bien gros, là, tu sais. Puis je voulais pas me lancer dans des grosses dépenses, parce que je n'avais jamais eu de dépenses. Donc, moi, j'avais peur là, de me pitcher dans des dépenses, là. Alors, j'ai trouvé un local sur le bord d'Agenais, près de Curé-Labelle. Et puis, il louait un local de 1250 pieds carrés. OK. Et puis, on a déménagé là. Puis, en dedans d'un an et demi, j'ai rempli le bureau. On est parti de 4, on était rendu, je pense, 7 dans le bureau. Puis là, il n'y avait plus de place. Et là, j'ai dit, OK, j'avais pas anticipé ça. Je pensais pas que changer de place puis de déménager à Laval changerait la dynamique de mes opérations, puis de la perception de mes clients envers moi, puis Ben, t'étais rendu pro, là. Dans l'industrie. Puis le nom, ben, faisait son travail, puis écoute, moi, j'étais un très bon vendeur. Là. Je ne veux pas me péter les bretelles. Là, non, mais t'es un top seller. J'étais un bon vendeur. Puis surtout avec 3 disciplines en dessous de ma ceinture, je ne sais pas si tu le sais, mais quand j'arrivais pour cogner aux portes, là, puis j'étais un 3 dans 1, là, c'était un crise de beau pitch à vente pour moi, ça. C'était mieux qu'un échantillon de bouffe à chien, ça, quand j'arrivais à la porte. Fait que le client, quand il me parlait, j'étais capable de parler en mécanique, j'étais capable de parler en électricité, puis j'étais capable de parler en génie civil. Et le client, il tombait en amour avec moi, love at first sight, là. Donc, là, t'es toujours donc seul. Ça facilitait la croissance de mon entreprise de cette façon-là, en pouvant me promouvoir de cette façon-là. Puis là, c'était Sylvie qui s'occupait de l'administration, parce que si t'es sa route à vendre, il faut quelqu'un qui gère ce staff-là au bureau. C'était qui s'en occupait? Je vais te dire que, tu sais, j'avais pas vraiment besoin de me déplacer pour cogner aux portes. Les gens, j'étais référé, puis là, ben, c'est là que je pitchais. Mais j'étais référé. Fait que là, les références rentraient, puis écoute, quand je parlais, ben, c'est là que le charme se passait. Et que c'était rare que je closais pas. Alors, ma business a été montée de même. J'ai jamais fait de sollicitation, j'ai jamais fait de cold call, j'ai jamais fait de porte-à-porte pour essayer de vendre ma salade. Ça a toujours été du bouche-oreille, puis des références. Puis c'est la meilleure façon de le faire aussi, parce que ça donne de la crédibilité. Hein? D'être référé par quelqu'un augmente tes chances de closer versus de toi aller au-devant des choses, puis d'essayer de vendre ta propre salade sans être invité. Donc, après 1 an et demi, là, je voyais que le business commençait à grossir, puis que si j'avais besoin peut-être d'engager plus, mais j'avais plus de place au bureau. Fait que j'avais un de mes clients, Éric Bertacchini, de Isocan, qui était un entrepreneur général. Je faisais un projet avec lui. Et puis là, ben, il m'annonce qu'il voulait vendre son bureau, celui où je suis présentement, qu'il voulait vendre son local commercial à Laval, sur Place de Lière. C'est une surface de 8000 pieds carrés. J'étais dans 1200, puis écoute, j'avais pas besoin d'autant. 4 fois la surface, là, tu sais. Donc, je suis allé voir ça, j'ai dit, oh my God, c'est immense, c'est sec, on est 4, on est 6, c'est-à-dire, tu sais. Alors, il m'a fait un deal incroyable. Lui aussi, il m'a aidé beaucoup dans ma vie, de la façon dont on a fait ce deal-là. Et puis, je suis très, très reconnaissant envers Éric. Il y a plusieurs personnes dans ma vie qui m'ont aidé à poursuivre mon aventure, puis à pouvoir essayer de réaliser mes rêves, mes buts. Ouais, ben, on fait pas ça tout seul. Mais tu l'as pas volé, Jean. Là. Non, je l'ai pas volé, mais t'en as bavé un peu, t'as travaillé solidement. C'est juste que j'avais des opportunités, puis je les saisissais, puis je les ben, écoute, squeeze the lemon.
J'allais chercher ce que je pouvais dans le citron. Comme, j'aime pas dire citron, plutôt un orange, on va dire, plutôt que citron. Non, mais, on me donnait un orange, puis j'allais chercher tout le jus que je pouvais aller chercher dedans. Là, donc, beaucoup de travail. Surtout quand tu es rendu aux dernières petites gouttes dans le jus, il faut vraiment que tu travailles au bout. Il y a beaucoup de travail pour pouvoir accomplir ces réalisations-là, si tu veux. Mais ça prend quand même des opportunités. Puis ces opportunités-là, viennent des gens qui t'entourent. Tu sois à l'écoute. Ouais. Puis il faut que tu sois ouvert. Puis il faut que tu sois prêt à prendre des risques. Puis de croire en toi-même. Puis de persévérer, puis pas de prendre un échec comme une fin. Comme une finalité, mais comme... L'échec, c'est plutôt le début. Ouais, c'est une expérience. C'est un début. L'échec, c'est un début pour quelque chose de nouveau et meilleur. C'est comme ça qu'il faut que tu vois l'échec. C'est comme ça que moi, j'ai toujours vu l'échec. C'est comme une opportunité pour devenir meilleur. Puis de prouver aux autres que c'était un échec, mais regardez-moi là. Regardez ce que j'ai pu faire avec cet échec-là. Aujourd'hui, Jean, vous êtes rendu combien au bureau? Donc, aujourd'hui, on est rendu 50 dans le bureau, 49, 50, 51 là, dans ces chiffres-là. Et puis, quand on est déménagé à Place de Lierre, on était 6. Et puis, en 10 ans, 2009, en 10 ans, 11 ans, on a grandi de 10 personnes à 50, ce qu'on est aujourd'hui, là. Et puis, je te dirais que si je pouvais engager 15 personnes demain, là, je pourrais les engager demain puis toutes les occuper. Oui, non, je sais que tu as de la job en masse. Ah non, c'est fou, là. À quel moment, maintenant, une grosse firme comme la tienne, tu as des partners là-dedans? Je veux pas fouiller tu sais, le partnership, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est à quel moment tu as pris la décision de rentrer des partners? En fait, tu sais, comme je t'ai dit, dans ma vie, j'en voulais pas de partenaire. J'ai toujours voulu être un gars autonome, puis être maître de mes décisions, puis d'être entouré de gens qui peuvent m'aider à prendre des bonnes décisions, par exemple. On est tous bons que notre entourage. Puis en 2009, 2008, my God, 2008, 2009, ouais, dans ces années-là. Je rencontre Pascal Beauchamp, puis Danny Guilbeault. Deux techniciens en électricité qui travaillaient pour moi à la Pige à l'époque, quand j'étais sur Dagenet. Et puis, ils s'appelaient Schematics. Puis, ils sont rentrés dans mon bureau comme des sous-traitants, puis moi, je travaillais avec eux autres, mais ils faisaient leur job à eux autres, puis ils faisaient mes jobs dans mon bureau. C'était l'ensemble qu'on avait pris. Un sous-traitant in-house. OK. Et puis... avec le temps, écoute, on a décidé qu'on mergeait. Fait qu'on a mergé. Et puis, Pascal, en 2012, ça a été une année un peu difficile. Et puis, le bateau brassait un petit peu. Puis Pascal, il est venu me voir un matin, puis il m'a dit, Jean, écoute, je suis avec toi. Puis, on va passer à travers cette tempête-là ensemble. Puis, m'a t'aidé à gérer les opérations. Écoute, j'étais vraiment content de ce qu'il m'avait annoncé, puis que j'avais accepté qu'il m'accompagne de cette façon-là. Et puis, écoute, en 2017, 2016-2017, on a fait un travail incroyable ensemble, puis Pascal a fait un travail incroyable au niveau des opérations pour m'aider à gérer ça, parce que moi, c'était pas ma force. Et puis, je l'ai nommé vice-président. Parce que vraiment, là, il y avait ce qu'il fallait pour pouvoir faire ce travail-là. Puis vraiment que je pouvais déléguer cet aspect-là de mes faiblesses. Il faut connaître ses faiblesses. Ouais, pour bien s'entourer. Là. Si tu ne connais pas tes faiblesses, tu ne seras jamais capable de t'entourer. Donc, je reconnaissais ma faiblesse. Puis il a été là pour venir combler cette faiblesse-là. Et puis, devenu vice-président. Puis là, bien évidemment, moi, je ne rajeunis pas, là. Ouais, c'est ça. Je vais avoir 62 cet été. Alors, en 2017, j'avais quoi? 57, 56, une affaire de même, là. Fait que là, il faut que je pense à la passation des pouvoirs, éventuellement, là. Puis, j'aimerais bien voir une pérennité, tu sais, de mon entreprise, puis la voir devenir la next generation, tu sais. Ouais, comme Star Trek. On veut tous voir notre petit bébé qu'on est parti from scratch arriver à échéance, là, puis de le voir croître même après
Donc, je voyais un Next Generation, moi. Puis je souhaitais ça. J'ai aussi 2 enfants. Oui, ben c'est ça. Puis là, ben écoute, oui, les 2 enfants, eux autres aussi, je voyais un potentiel parce qu'à 16 ans, moi, Samuel rentre au cégep en technique, en mécanique du bâtiment, en TIC. Wow! Il suit mes traces, lui-là. Il est bon dans les sciences. À l'école, il n'a pas eu le même encadrement que j'ai eu. On s'entend. Moi, j'ai appris des erreurs de mes parents. J'ai appris des erreurs de mes parents. Donc, moi et ma femme, on a vraiment encadré nos enfants pour qu'ils échouent pas la 6e année puis leur secondaire 4. Tu sais. Alors, ils ont été vraiment brillants. C'est des enfants incroyables. Puis c'était des élèves de premier plan, A students, all the time. Ouais. Puis on les avait inscrits aussi dans des sports-études. Puis ils excellaient aussi dans le sport, au hockey surtout. Fait que quand il est rentré au cégep, Samuel, il a commencé à faire des stages l'été au bureau. Ouais, des jobs d'été. Il travaillait au bureau. Fait qu'il a appris à travailler sur AutoCAD, puis il a appris à nettoyer des plans, puis à faire des relevés pour pouvoir faire des calculs de chauffage puis de climatisation sur l'enveloppe du bâtiment. Alors, il a appris toute la base de la mécanique du bâtiment pendant qu'il faisait sa formation en technique. Et puis, il a terminé sa technique 19 ans. Il est rentré à l'ETS. Fait son bac, il a terminé à 23 ans. Puis, en 2019... 2018-2019, il est rentré dans le bureau comme ingénieur junior. My God, j'en revenais pas. C'est mon père aurait capoté de voir ça, là, puis il aurait été tellement fier de voir que j'avais ses petits-fils faisaient comme lui, puis que, tu sais, à un point donné, il y avait même pas d'espoir que moi, je puisse faire comme lui, puis que là, je suis comme lui, puis fois 10, fois 20, puis que ses petits-fils fassent comme lui, puis qu'on est rendu une 3e génération d'ingénieurs, là. Wow, quelle fierté pour mon père, là. J'espère qu'il voit ça puis qu'il est fier de ce que j'ai pu faire là, pour lui faire honneur, là, tu sais. Ouais, pour ce qu'il m'a fait, pour ce qu'il a fait pour moi, là, malgré tous les déboires que j'ai eus dans ma vie, là, tu sais. Mais ça doit être une très belle fierté pour toi, Jean. Puis c'est une extrêmement belle fierté pour moi parce que je lui faire honneur, malgré tout. La turbulence que j'ai pu, puis tous les problèmes que j'ai pu leur causer, puis tous les soucis, puis les malheurs que je leur ai causés, là. Aujourd'hui, je leur fais honneur. Puis ça, là, excuse-moi, non, Jean, tu sais, oh my God. On parle des vraies choses, là, tu sais, dans le podcast. Mais c'est correct. C'est correct. Jean, c'est là pour ça. C'est comme ça, tu sais. Puis je pense que tu t'es bien Je voulais pas aller là, excuse-moi. Je m'excuse. Prends le temps qu'il faut, Jean. Tu sais, c'est aussi ça, Jean. Tu sais, quand on passe à travers... l'histoire, tu sais, il y a des moments plus tough. Mais, tu sais, Jean, avec Sam, Marc-Olivier, oh my God. Tu t'as fait... Ouais. I need a Kleenex. Les yeux sont... Nicole, t'as-tu un Kleenex proche? Les yeux sont inondés, là. Jean, t'es mes premières larmes. J'ai un problème de rétention pluviale. Ouais, non, mais pas de problème. Regarde, Jean, rétention pluviale, de rétention pluriale. Ouais, mais regarde, Jean, c'est ça pareil, là. Ton histoire est pas... C'est pas la marque Kleenex qu'on a, c'est la marque Scott Howard. Non, ça va faire la job. Parce que c'était au début, mon affaire. Ouais. Je vais te laisser reprendre tes émotions. Tes émotions. Je pensais pas qu'on irait là. Je pensais pas que j'irais là. Mais tu sais, Jean, ça fait partie de ton par contre, je pense que c'est important d'en parler. Ouais. Puis je pense que c'est important de dire les vraies choses. Puis c'est important que le message que je livre, c'est un message d'espoir. Puis c'est un message que tout est possible dans la vie. Tout est possible dans la vie. Puis tomber, c'est pas une fin. Tomber, c'est de se relever. D'échouer, c'est de se corriger. Puis la vie, c'est comme ça. Puis la vie, c'est perpétuel jusqu'à la fin comme ça. Puis ça va toujours arriver. Puis je vais probablement tomber encore. Puis je vais probablement faire d'autres erreurs.
Puis je dois survivre ces événements-là, puis grandir par rapport à ça, puis permettre les gens qui sont autour de moi de grandir aussi comme ça. C'est pour ça que j'ai décidé d'être un peu plus ouvert sur mon parcours qui n'est pas tout à fait orthodoxe. Bien, c'est clair que ton parcours n'est pas orthodoxe. Ton histoire, c'est un success story, Jean, qu'on n'a pas, qu'on n'entend pas à tous les coins de rue. C'est clair que c'est beau ton histoire parce que tu t'es pété la gueule. Là, on a parlé une couple de fois, mais certains, si on va dans le détail, là, de chaque. Des périodes. Quand je me suis cassé le cou, qu'est-ce que j'ai pu vivre là, émotionnellement puis psychologiquement là, pendant ces années-là où j'avais de l'air de, excuse du terme, là, mais de la chaîne à Jacques. Là. Ah ouais. J'étais pas beau à voir. Là, fait que ma vie personnelle n'était pas très... très glamour. Non, glamour. Il n'y en a pas de glamour, là, tu sais. Donc, mon fils Samuel devenait ingénieur. Mon fils Marc-Olivier, qui a, lui, suivi les traces de son frère, qui suit les traces de son père, qui suit les traces de son grand-père. Fait que Marc-Olivier finit sa technique lui aussi. Puis là, ben, il termine son bac à l'ETS mi-avril. Mi-août, c'est-à-dire, excuse-moi. 2 génies mécaniques. 2 ingénieurs mécaniques. Et puis, wow, quelle fierté. Là. J'ai eu 2 garçons. Je les ai coachés, je les ai aimés. Je les ai encadrés. Avec ma femme, évidemment. Ouais. Et puis, le résultat aujourd'hui est absolument incroyable. Puis, je suis un papa tellement fier. Hein? Puis, ma femme aussi, on est tellement fiers de nos 2 garçons. Donc, Marc-Olivier, il termine au mois d'août en génie. Puis, il est déjà, lui aussi, depuis 16 ans, dans Marmite. Là. Ouais, c'est ça. C'est que ces gars-là, tu sais, moi, je les appelle les petits gars, là, parce que je les connais. Tu les connais depuis qu'ils sont jeunes. C'est ça. Je les connais depuis qu'ils sont jeunes. Tu sais, je les ai vus je les ai connus ados. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est rendu des hommes. Mais les gars ont pris une maturité puis une expérience qu'il n'y a pas un ingénieur qui va sortir de l'école qui a, là, tu sais, son nez là-dedans, AutoCAD, Marco, il drive là-dessus. Ouais. Puis là, on va parler aussi de Kenza, qui est la femme de Sam, qui est aussi ingénieur. C'est ça, c'est vraiment une histoire encore là, qui est complètement inusitée. Là. Tu peux pas planifier des choses de même. C'est impossible de planifier quelque chose comme ça. Ça se planifie pas. Tu peux pas faire un plan d'affaires quand tu vas avoir des enfants et dire, OK, voici le plan d'affaires, plan de match. À 23 ans, tu vas être ingénieur, tu vas être dans le bureau, tu vas être un chargé de projet, puis tu vas être ça coche. Puis en plus de ça, tu vas marier une belle, gentille femme qui s'appelle Kenza, que tu vas rencontrer au secondaire. Il y a une histoire de Cendrillon, là, tu sais. Tu vas rencontrer Kenza au secondaire dans un party, puis elle était même pas en génie encore, elle était dans des sciences pures et appliquées, et puis pas dans une technique. Puis 8 ans plus tard, elle termine au mois d'avril qui vient de passer comme ingénieure du bâtiment à Concordia. Et puis, mariée avec Samuel depuis le 19 septembre. Et puis, elle travaille dans mon bureau depuis déjà 3 ans. Elle aussi, de l'expérience. Et puis, elle est aussi fait partie de la dynamique de Desjardins. Puis, c'est juste incroyable. Ils ont-tu le côté... peut-être que tu n'as pas eu de formation comme entrepreneur, là, mais ils ont-tu ce côté-là du père? Parce que je pense que c'est inné là, dans toi. Là, tout ton parcours, ça touche à de l'entrepreneuriat direct. Ils ont-tu ça dans le nez aussi? Écoute, je pense que c'est plutôt un talent qui se développe. Donc, oui, je crois qu'ils ont ce talent-là, puis je crois qu'il s'agit qu'ils soient, pour pouvoir le faire, s'épanouir, hein, puis pour que la fleur grossisse, hein, ouais. Ben, qu'il y ait
un bon ingrédient en arrière qui va venir aider à faire épanouir cette fleur-là. Donc, je crois sincèrement que oui, ils ont le potentiel d'être des entrepreneurs hors pair. Kenza est déjà une personnalité très attachante puis très extravertie. Samuel aussi, c'est un extravert. Marc-Olivier est un peu plus réservé, mais c'est parce qu'il est jeune. Fait qu'il va lui aussi exploser puis devenir une figure dominante dans le domaine, j'en suis sûr. L'arbre, la pomme tombe toujours près de l'arbre. Hey Jean, j'ai plein de questions, mais il y en a une que je crois que je veux aborder avec toi. On en a déjà parlé un peu alentour d'une petite coupe de vin, mais de tous les ingénieurs que je connais, t'es un des seuls qui fait aucun projet public. Tu sais, Jean, je sais pas si tu le sais, tu sais, actuellement, il y a de l'argent dans le milieu public, mais toi, t'as jamais été là. Y a-t-il une raison? Pourquoi le public t'a jamais tenté? Mauvaise expérience ou? Mon père faisait pas du public. Il était dans le privé. Donc, j'ai été introduit de cette façon-là dans le génie. Pendant ces années-là, mon père avait un contact, un ingénieur en structure, puis cet ingénieur-là, il faisait du public, faisait des vétustités d'école puis d'hôpital. Et puis, j'ai participé à des projets comme ça dans le cadre de ces projets-là. Et puis, je trouvais ça lourd. Je trouvais ça lourd au niveau administratif, je trouvais ça lourd au niveau de la paperasse, je trouvais ça lourd avec les intervenants aussi qui étaient impliqués dans les projets, qui me posaient toujours la question, qu'est-ce qu'ils font là, eux autres? Là? Pourquoi est-ce que le concierge est là dans la réunion? Alors, les projets publics, c'était pas quelque chose qui m'excitait. Deuxièmement, le processus d'appel d'offres était extrêmement lourd et exigeant. Puis, j'avais pas nécessairement un CV qui était... Pour te diriger là. Hein? Un CV qui te permettait de un CV qui me permettait de pouvoir répondre aux exigences là, au niveau du pointage. Puis on s'entend qu'en 2007, on était 4 dans le bureau, fait que j'étais le seul ingénieur, donc il n'y avait toujours pas de CV pour pouvoir participer à des appels d'offres publics. Donc, j'ai pas eu le choix de développer le domaine privé puis de continuer dans ce domaine-là. C'était vraiment la force de la nature qui a fait en sorte que j'ai persévéré puis que j'ai travaillé dans cette orientation-là. Et puis, malgré le fait que j'ai travaillé dans cette orientation-là, dans le privé, j'ai quand même touché au médical, j'ai touché aux écoles, mais c'était des écoles privées, c'était des cliniques privées. J'ai touché à des arénas, mais encore là, dans le privé. J'ai touché à des projets de bureaux, mais encore dans le privé. C'était tout du privé. Donc, mon expérience dans le domaine, si tu veux, commercial, il est là, il est très solide. C'est juste que j'ai pas un CV qui dit que j'ai travaillé pour la commission scolaire des Mille-Îles. Mais j'ai fait des écoles pour des écoles juives. J'ai fait des écoles libanaises. J'ai fait des écoles qui étaient privées. Mais malheureusement, c'est pas bon pour un CV. Okay. C'est pas utile pour un CV. Et donc, j'ai travaillé fort pour continuer à bâtir ma business dans le privé. Je voyais que c'était uniquement là que je pouvais aller. Et donc, écoute, aujourd'hui, le privé, c'est intense. Et puis, ma popularité, puis le travail que j'ai fait pour bâtir le nom, puis bâtir le brand avec mes partenaires, qui sont Pascal Beauchamp et Danny Guilbeault et Éric Lachapelle et Jean-François Gaboury et Samuel Desjardins et tout ce beau monde-là, Jean-Saul, Félix, Guillaume Racine, Jean-Sébastien. Écoute, je nomme toutes les personnes dans mon bureau, là, puis c'est toutes des partenaires pour moi. C'est tous des gens qui ont contribué au succès de l'entreprise. Puis quand on a un succès dans un projet, ben c'est un succès pour l'entreprise, c'est un succès pour l'individu qui a travaillé sur ce projet-là, mais c'est un succès pour le brand de l'entreprise. Donc, le mot
le mot se propage. Et puis, le mot a fait un chemin incroyable, là. Puis, la parole de Desjardins, c'est devenu biblique quasiment. Mais non, c'est incroyable comment est-ce que le bouche-oreille et la réputation peut faire un travail incroyable en marketing. Ouais, on a fait un peu de travail pour notre image dans les dernières années pour se mettre pour suivre un peu le mode des réseaux sociaux. Hein? Donc, on a rebrandé notre logo. On a refait notre site web pour être un peu plus à jour avec l'actualité. On est maintenant sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur LinkedIn. Alors, tous ces réseaux sociaux-là aident sûrement à promouvoir l'entreprise, mais je te dirais que le gros de l'entreprise est promu par le bouche-oreille et par les références et par les donneurs d'ouvrage qui apprécient travailler avec nous autres. Parce que, tu sais, on a des partenaires de travail à l'intérieur du bureau, mais on a des partenaires de travail à l'extérieur du bureau. Les partenaires à l'extérieur du bureau, c'est des gens qui travaillent avec nous, là, puis ils cherchent à travailler avec des gens qui ne seront pas une boule pour une chaîne pour eux, mais plutôt un partenaire qui va les aider à accomplir leur mission d'une façon satisfaisante, si tu veux. Et donc, on devient des complices. Et donc, les architectes avec qui on travaille, ces gens-là, ont besoin d'avoir des bons partenaires de travail pour pouvoir exécuter leur mission. Donc, d'avoir un bon ingénieur mécanique électrique à tes côtés va aider à ta mission, à toi comme architecte, de pouvoir exécuter tes projets, puis de prévoir les bons détails, de prévoir les bons espaces, puis de prévoir les bons emplacements, puis d'éviter d'avoir des erreurs lors de la construction, parce que, bon, on a prévu d'avoir des bons shafts et des bonnes grosseurs de shafts, des bonnes ouvertures. Les ouvertures sont coordonnées avec l'ingénieur structure. Toute la collaboration là, entre ces partenaires-là est essentielle et fait en sorte que l'architecte, qui est un premier arrivant dans un projet, va essayer d'amener son équipe avec lui parce qu'il veut que son équipe soit avec lui pour que son projet aille bien puis qu'il n'y ait pas de problème lors de l'exécution de son travail. Ouais. Donc, notre travail à nous autres, c'est de bien accompagner le maître d'œuvre, le maître d'œuvre qui est l'architecte. Donc, nous avons compris ça, puis en faisant ça, on simplifie notre travail, nous autres, ici. Parce que tu sais, la bonne collaboration, la bonne communication, c'est bon les deux bords, là. Ouais, ben... Donc, si on communique bien, puis on échange bien, on évite les problèmes, puis on évite les situations, puis notre client regarde une équipe qui joue en symbiose. Et c'est juste plus facile. Puis ça va te permettre, en travaillant mieux, ça te permet de simplifier un peu plus la vie de tout le monde là-dedans, puis que tu rentres, tu sors sur un projet, puis c'est facile, ça coule tout seul. Oui, effectivement. Donc, tout ça fait en sorte que c'est les donneurs d'ouvrage, là, c'est pas juste le fait que je suis sur LinkedIn. Les donneurs d'ouvrage, c'est les architectes qui apprécient travailler avec nos équipes. C'est les entrepreneurs généraux qui apprécient travailler avec nos équipes parce qu'on est réactifs. Et puis les sous-traitants qui aussi apprécient travailler avec nous autres parce que nos documents sont compréhensifs et faciles à lire et l'accompagnent dans sa mission à lui d'accomplir son exécution de façon sans avoir des problèmes puis trop de questions. Donc, c'est un ensemble, hein? Puis donc, nos partenaires de travail ne sont pas juste à l'interne, mais sont à l'externe aussi. Et c'est ça qui fait que l'image de Desjardins se propage par soi-même, par tous ces gens-là là, qui... Hey, des fois, je reçois un téléphone, quelqu'un qui m'a été référé, puis la personne me dit « Ouais, telle personne t'a référé. » Mais là, je suis là. C'est qui cette telle personne-là qui m'a référé? Ouais, mais je pense que ça va... Tu sais, Jean... Je sais que chez Nicole, je pense que c'est faux. On déborde un peu, là. Mais tu sais, Jean, pour conclure, je pense que les gens vont bien plus loin que
juste référer Desjardins pour le bon ouvrage. J'aime tout le temps ça, dire, t'es un personnage coloré, puis j'aime ça tout le temps jaser avec toi parce que t'es tout le temps un gars straight talk, t'es un gars qui parle avec son cœur, t'es un gars de cœur. Puis, tu sais, ton histoire, Jean, c'est une histoire qui est pas banale. Tu sais, t'es un gars qui a fait face à de l'adversité. Puis, je pense que les gens, ça, quand t'es un combattant, t'as beau être un top vendeur, ça, je te le dirais tout le temps. Tantôt, j'avais le goût de t'acheter du Nutrizoo, même si tu l'as plus, mais, tu sais, sans blague, tu sais, t'as des caractéristiques d'un combattant. Tu vas être tout le temps là pour supporter. T'es un gars d'équipe. T'es un gars qui va se battre pour son équipe. T'es un gars qui va se battre pour le client. T'es un gars qui va être là tout le temps pour amener les choses plus loin. Puis ton parcours qui est hyper inspirant fait en sorte que t'es aujourd'hui, puis t'as la popularité que t'as, que tu l'as pas volé à personne. Non, je l'ai pas volé à personne. J'ai travaillé par mon dur labeur et la sueur de mon front. Oui, puis des claques à gueule, des coups de pied en arrière. Ouais. Puis tu sais, Jean, j'espère que les gens vont apprécier ton histoire, ton parcours. J'aurais pu... Je te l'avais dit au début. Ben non, c'est ça. Ça nous prendrait 3, 4 heures, 5 heures peut-être de temps pour pouvoir passer à travers toute ta liste de questions parce qu'on a vraiment effleuré. J'en avais même des questions pour toi. C'est sûr que je vais vouloir qu'on en refasse un autre. Je veux juste te dire merci énormément, Jean. Je t'apprécie énormément comme personne, mais aujourd'hui, je connaissais pas le 3/4 de... En fait, je connaissais pas 95% de ton histoire. Je pensais te connaître, puis aujourd'hui, tu nous as livré une histoire hyper inspirante qui, je crois, sort complètement de l'ordinaire, mais je crois qu'il va en motiver beaucoup à, pas parce que tu as un faux départ, que tu peux pas réussir dans la vie, tu sais. Puis je crois que c'est... j'ai rien d'autre à dire que... Où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ouais. Mais merci énormément, Jean. Faut absolument qu'on arrête le podcast parce qu'il va y avoir d'autres choses après. C'est clair, parce que je suis sûr que mes partenaires, j'ai des partenaires qui s'en viennent. Oui, je suis en période de partenariat. Puis mes enfants font partie de ça. Puis Pascal, Félix, Jean-François, ils font tous partie de l'avenir de mon entreprise. J'aurais aimé ça pour de vrai en parler plus parce que c'est vraiment super inspirant. Mais j'ai pris trop de temps pour parler de mon parcours personnel. Puis c'est ça le podcast, Jean. Je te l'avais dit, c'était une conversation entre deux chums. Ton parcours est inspirant. Puis je crois que ça va en inspirer beaucoup. Fait que Jean, un gros merci. Merci Nicole pour Studio SF de nous avoir accueillis pour le podcast. Good job, Nicole. Top Gun. Merci à mes partenaires La Joie, Frankie, que je vais en parler un peu plus au début. Et merci à Bugatti. Pour les auditeurs, on se voit la semaine prochaine avec un autre parcours d'un entrepreneur du milieu de la construction, en espérant que son histoire soit aussi inspirante que celle de Jean. Fait que un gros merci, puis à la semaine prochaine. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci de m'avoir laissé m'exprimer comme ça. Puis, ça m'a fait du bien d'en parler, honnêtement. Là. C'était même un petit peu thérapeutique. Jean, je t'enverrai mon reçu de psy. Merci beaucoup, puis à la semaine prochaine, tout le monde. Au revoir.